Bonjour chers amis, et bienvenue dans l'histoire d'horreur mystique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 récits profondément troublants qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir sur la solitude en pleine nature. Dans cet épisode, nous explorerons les profondeurs isolées des forêts américaines, là où la civilisation s'arrête et où commence quelque chose de bien plus sinistre. Il ne s'agit pas de légendes urbaines. Ce sont des expériences documentées de personnes qui se sont retrouvées complètement seules dans les bois et ont découvert que la solitude peut être la compagne la plus terrifiante qui soit. Des lumières inexpliquées qui défient toute logique, des rencontres qui ont déconcerté les enquêteurs, des voix qui ne devraient pas exister, des présences qui rôdent dans l'ombre des arbres. Chaque récit a été soigneusement compilé à partir de témoignages, de rapports de police et de registres de gardes forestiers. Les noms et certains détails ont été modifiés afin de protéger l'identité des survivants, mais l'essence des événements demeure inchangée et profondément perturbante. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à Monsieur Mystic Horror Stories pour du contenu quotidien qui dévoile les recoins les plus sombres de la réalité. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos récits révélateurs qui nous rappellent pourquoi les gens craignent l'obscurité. Carter ne comprit jamais vraiment ce que signifiait être seul avant que la forêt n'engloutisse le dernier bruit de la route derrière lui. Il avait garé son vieux camion au bout d'un étroit chemin de feu traversant la forêt nationale, coupé le moteur, et était descendu dans un silence si complet qu'il en devenait presque physique. Pas de trafic lointain, pas de bourdonnement de civilisation, seulement le murmure du vent dans les pins et le craquement occasionnel des branches frottant les unes contre les autres dans les ténèbres. C'était exactement ce qu'il voulait. Il avait dit à ses amis qu'il avait besoin d'un week-end pour se vider l'esprit, mais c'était la version polie. La vérité était plus sombre. La rupture, le stress au travail, les notifications incessantes, et cette sensation d'être constamment observé, jugé et comparé en ligne l'avaient réduit à vif. Ici, il n'y avait ni signal, ni réception, ni personne à qui jouer un rôle. Juste une tente bon marché, un sac de couchage, un réchaud de camping, et une petite parcelle de terre plate qu'il avait choisie à environ 1 kilomètre du chemin de feu. Le soleil était déjà en train de se coucher lorsqu'il finit d'installer son camp. Le ciel entre les cimes des arbres passait de l'or au violet, les ombres s'allongeant sur le sol de la forêt. Il ramassa assez de bois mort pour un modeste feu de camp, fit bouillir de l'eau pour des nouilles instantanées, et mangea dans la lueur vacillante des flammes. L'air portait cette odeur propre et froide de pain et de terre. Et pour la première fois depuis des mois, il sentit sa respiration ralentir, presque apaisée. Lorsque la dernière lumière disparut du ciel, l'obscurité tomba rapidement. Au-dessus de la clairière, les étoiles perçaient la canopée en grappes brisées. Mais entre les arbres, c'était un noir épais et absolu. Le petit cercle de lumière du feu devint une île. Au-delà de ses bords déchiquetés, ses yeux ne pouvaient percer que quelques mètres avant que tout ne se fonde en formes indistinctes. Il écouta les bruits de la nuit en mangeant. Des insectes, des oiseaux invisibles, quelque chose de petit se faufilant dans les sous-bois. Des bruits normaux, ordinaires, inoffensifs. Il se le répétait comme un mantra. Après le dîner, il attisa le feu, ajouta quelques bûches et s'adossa contre son sac. Le feu crépitait et soupirait. Des braises s'élevaient et disparaissaient. Son téléphone, obstinément sans réseau, gisait face contre terre à côté de lui. Le silence ici était si complet que chaque petit bruit semblait amplifié. Le cliquetis de sa casserole, le froissement de sa veste, le craquement du sol lorsqu'il déplaçait son poids. C'est pourquoi il remarqua si vite l'autre bruit. Au début, il crut à un effet du feu, un reflet ou une braise incandescente, jusqu'à ce que cela bouge. Un point de lumière entre les arbres, bas sur le sol, trop stable pour être une étincelle. Il scintillait, mais pas de manière chaotique comme le ferait un feu. Il brillait d'une étrange douceur, jaune pâle comme une lanterne vue de loin à travers le brouillard. Carter fronça les sourcils et se pencha en avant, plissant les yeux dans l'obscurité. La lumière était là, immobile, peut-être à 30 ou 40 mètres au-delà de la lisière des arbres. Il se dit que c'était un autre campeur, un randonneur avec une lampe frontale, ou un ranger en patrouille nocturne. Mais l'angle était mauvais. Il avait exploré les alentours avant le coucher du soleil, et il n'y avait rien d'autre qu'une forêt dense dans cette direction. Pas de sentier, pas de route, pas de camping marqué. « Allô » appela-t-il, sa voix semblant minuscule dans l'immensité sombre. La lumière ne répondit pas. Elle ne bougeait pas non plus au rythme d'une personne marchant. Elle flottait simplement, stable et patiente, juste hors de portée de la lumière de son feu. Il la fixa pendant une minute entière, attendant qu'elle se transforme en quelque chose de logique, mais elle resta un point lumineux anonyme entre les troncs. Finalement, il secoua la tête et se força à détourner le regard. C'était probablement quelqu'un au loin. La lumière jouait des tours étranges dans les bois la nuit.
Il l'avait lu quelque part. De toute façon, si c'était une personne, elle aurait répondu. Sinon, la fixer ne l'aiderait pas à dormir. Pourtant, il remarqua que les poils de ses bras s'étaient dressés, et que la peau de sa nuque s'était tendue, picotant d'un instinct qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il atténua un peu le feu, se glissa dans sa tente et ferma la fermeture éclair. À l'intérieur, les parois de nylon transformaient le monde en une lueur orange terne, éclairée par la faible lueur du feu à l'extérieur. Il déroula son sac de couchage, s'allongea tout habillé, et essaya de se concentrer sur sa respiration. Par le nez, par la bouche. La boîte familière de tissu autour de lui semblait étrangement fragile dans cette obscurité infinie, fine, perméable. Plus tard, il se réveilla sans savoir pourquoi. Le feu s'était réduit à une ligne rouge de braise, et la température dans la tente avait chuté, son souffle formant une légère brume devant son visage. Pendant un moment, il resta très immobile, désorienté par le silence, et se demanda si une partie de son esprit l'avait tiré du sommeil parce que la forêt elle-même avait changé. Puis il entendit, pas un son cette fois, mais une couleur. Une faible lueur filtrant à travers la toile de la tente depuis sa gauche, pâle et malsaine, complètement inadaptée aux braises mourantes. Elle pulsa une fois, lente et délibérée, comme une respiration. Il roula sur le côté et fixa la paroi de la tente. La lueur vacilla, se déplaça, puis se stabilisa à nouveau, un cercle flou de lumière de la taille de sa paume. Elle venait de l'extérieur, près du sol, et elle bougeait. Il sentit sa bouche devenir sèche. Il entr'ouvrit la fermeture éclair de la tente d'1 centimètre, juste assez pour coller son œil à l'ouverture. La nuit au-delà l'accueillit comme un mur. Pendant plusieurs secondes, il ne vit rien d'autre que l'obscurité dans la faible lueur irritée de son feu. Puis la lumière glissa dans son champ de vision entre 2 arbres, près du bord de la clairière. Elle était plus proche maintenant, beaucoup plus proche. Elle flottait à environ 1 mètre du sol, assez brillante pour qu'il puisse voir le tronc derrière elle. L'écorce gravée de fines lignes de lueur pâle. Il n'y avait aucune source visible, aucun boîtier de lanterne, aucune personne la tenant, juste une sphère de lumière jaunâtre terne, comme une flamme de lanterne extraite de son verre et suspendue en l'air. « Ah !» aplatait-il à nouveau, plus fort cette fois. « Qui est là ?» La lumière s'intensifia pendant un battement de cœur, puis s'inclina. Elle ne se balançait pas comme quelque chose accroché à un crochet. Elle pivotait presque comme une tête se tournant vers lui. Chaque muscle de son corps se tendit. Il réalisa alors qu'il avait traité comme un objet, une chose. Mais la façon dont elle bougeait semblait intentionnelle, une réponse. Il ouvrit complètement la tente, forçant ses mains à ne pas trembler, et sortit dans la nuit froide. Son souffle formait des nuages devant lui, l'air mordant ses joues et son nez. Il attrapa sa lampe torche dans une poche et la braqua directement sur la lumière. Le faisceau frappa les arbres, le sol, le bord de son foyer, tout sauf la sphère lumineuse. Là où sa lampe passait sur elle, la lumière semblait s'estomper, s'atténuer, mais sans jamais disparaître complètement. C'était comme si son faisceau ne pouvait pas tout à fait l'atteindre, glissant pour éclairer tout autour d'elle à la place. « Très drôle », dit-il, parce que le cerveau humain cherche des blagues quand il manque d'explications. « Si c'est une sorte de farce, tu as gagné. » Une deuxième lumière clignota à sa droite, puis une troisième plus haut dans les branches, puis une autre derrière lui, faible au début, puis se mettant au point. En moins de 10 secondes, la lisière des arbres autour de sa clairière abritait 6 de ces lumières flottantes, chacune à une hauteur et une distance différentes. Aucune ne bougeait de la manière d'une personne marchant. Elle glissait, ralentissait et s'arrêtait avec une fluidité qui lui donna la chair de poule. Carter tourna lentement sur lui-même, le cœur battant, essayant de les suivre tout à la fois. Chaque fois qu'il se retournait, au moins une glissait hors de son champ de vision périphérique, ne restant jamais longtemps au centre de son regard. Il réalisa avec un sursaut nauséeux qu'elle n'était pas aléatoire. Elle faisait un cercle. La forêt était tombée dans un silence complet. Pas d'insectes, pas de bruissement de petits animaux, pas même le doux soupir du vent. Le seul son était le faible crépitement du feu mourant et sa propre respiration saccadée. Il braqua sa lampe torche sur la lumière la plus proche, se prépara et marcha vers elle. Le faisceau tremblotait sur les branches et le sol nu. Le cercle de lumière tremblait tandis que sa main tremblait. La lueur flottante resta stable, flottant juste au-delà de l'arbre le plus proche. 10 pas, 8, 5. À 3 pas de distance, il aurait dû pouvoir tendre la main et toucher ce qui la produisait, mais il n'y avait rien là. Aucune personne, aucun appareil, juste de l'air vide et une touffe serrée d'aiguilles sur une branche de pin tombante. La lueur flottait devant le tronc comme une braise sans poids. Sa lampe torche esetaignit soudainement. L'obscurité s'abattit si vite que ce fut comme si quelqu'un avait jeté une couverture sur sa tête. La seule lumière restante provenait des sphères,
qui brûlait maintenant un peu plus fort, projetant des ombres étranges et déformées sur les arbres. Pendant un battement de cœur, il vit sa propre main dans cette lueur, la peau vidée de sa couleur, les veines faiblement visibles sous la surface, comme quelque chose vu sous l'eau. Puis les chuchotements commencèrent. Ils venaient de partout à la fois, derrière lui, à côté de lui, au-dessus de lui. Pas des mots, pas au début, mais un murmure chevauché et étouffé comme une foule dans une église ou 100 personnes respirant à l'unisson juste derrière des murs. Son esprit s'accrochait à des syllabes qui semblaient se former et se dissoudre. Des fragments de son nom, des souvenirs de phrases qu'il avait entendues des années plus tôt, l'écho de ses propres pensées qui lui étaient renvoyées dans une cadence différente. Il recula en trébuchant jusqu'à ce que son épaule heurte l'écorce rugueuse d'un arbre. Les lumières dérivèrent plus près, centimètre par centimètre, restant toujours attachées à ce cercle invisible autour de son camp. Aucune ne traversa la clairière, mais à chaque fois qu'il clignait des yeux, elle semblait plus proche du bord. « Arrêtez, dit-il, la voix tremblante. Juste, arrêtez, s'il vous plaît. » Les chuchotements enflèrent pendant un moment, comme une vague, puis s'estompèrent dans un silence tranchant comme une lame. La lumière la plus proche se dressa soudainement, flottant à environ la hauteur où les yeux d'une personne se seraient trouvés si elle se tenait juste derrière cette lisière d'arbres. Elle s'inclina à nouveau, ce même pivot contre nature, comme une tête penchée pour l'étudier. Il ne se souvenait pas avoir pris la décision de fuir. Un instant, il était pressé contre l'arbre, le cœur battant, et l'instant d'après, il courait vers sa tente, ses bottes glissant sur les aiguilles de pin. Les lumières ne le poursuivirent pas, mais elles ne reculèrent pas non plus. Elles restèrent en position, le regardant alors qu'il plongeait dans la tente, tirait la fermeture éclair et fouillait aveuglément dans son sac. Ses doigts se refermèrent sur le plastique lisse de ses clés de voiture, comme sur une bouée de sauvetage. Le tissu fin de la tente brillait faiblement, alors que plusieurs des lumières bougeaient à l'unisson, leur halo pâle se chevauchant sur les parois en nylon. Des ombres glissaient et se déformaient au-dessus de lui, comme si quelque chose se tenait à quelques centimètres, faisant des cercles. Les chuchotements recommencèrent, plus doux maintenant, comme une berceuse jouée à l'envers. Il se força à respirer. Inspire, expire. Inspire, expire. Il pouvait atteindre le camion. Ce n'était qu'à 1,5 km en ligne droite sur un chemin qu'il avait parcouru en plein jour. Il avait une lampe frontale dans son sac. Une lampe torche de secours dans le camion. Il n'avait aucune raison de rester ici dans cette bulle de papier mince, tandis que ces lumières impossibles se rapprochaient. Il ouvrit la tente d'un geste violent et jaillit dans la clairière. Toutes les lumières s'embrasèrent à la fois. Pendant une seconde aveuglante, le monde devint or blanc. Il leva un bras devant ses yeux comme sous une lumière du jour réel et sentit une sensation comme celle de se tenir trop près d'un four ouvert. Pas exactement de la chaleur, mais une pression, la conscience de quelque chose d'énorme et d'indifférent planant juste hors de vue. Lorsque sa vision se dégagea, il vit que les lumières s'étaient légèrement retirées. Reculées vers la lisière des arbres, maintenant immobiles. Elles lui donnaient de l'espace ou le laissaient partir. Il ne gaspilla pas cette chance. Carter attrapa son sac d'une main et laissa tout le reste. La tente, le réchaud, la nourriture, là où ils étaient. Il se précipita à travers l'ouverture dans les arbres opposés à l'amas le plus dense de lumière, ses bottes écrasant les broussailles, les branches fouettant son visage et ses bras. Derrière lui, les chuchotements montèrent à nouveau, entrelacés avec un son qui ressemblait presque à un rire. Le chemin du retour vers le camion lui sembla 2 fois plus long que la veille au soir. Sans lampe torche, il trébucha souvent, accrochant son orteil à des racines cachées, glissant dans des poches de terre meuble. 2 fois, il tomba assez fort pour s'écorcher les paumes, mais chaque fois, il se releva et continua à courir. Les bois de chaque côté semblaient se déplacer et osciller, des ombres bougeant aux limites de sa vision. Chaque fois qu'il risquait un regard par-dessus son épaule, il les voyait. Pas proches, pas en train de le poursuivre, mais le suivant. Un groupe lâche de lumière dérivant entre les troncs, ne franchissant jamais une frontière invisible, mais ne restant jamais entièrement en arrière. Elle bougeait selon des schémas qui lui rappelaient un banc de poissons ou une volée d'oiseaux aperçus sous l'eau, organiques, coordonnés et totalement aliens. Lorsqu'il émergea enfin sur le chemin de feu et vit la masse sombre de son camion l'attendant là où il l'avait laissé, ses jambes faiblirent presque. Il tâtonna 2 fois avec ses clés avant de pouvoir ouvrir la porte, se jeta à l'intérieur et verrouilla la portière d'une main tremblante. L'intérieur sentait la poussière et le vieux café. La familiarité de ces odeurs faillit le faire pleurer. Il enfonça la clé dans le contact. Pendant une seconde cauchemardesque, rien ne se produisit. Puis le moteur se mit en marche avec une tour rauque, octa, et prit vie. Les phares s'allumèrent, découpant 2 faisceaux dans les arbres devant lui. Sous leur lumière blanche et dure, la forêt semblait à nouveau ordinaire. Pas de lumière, pas de forme, juste des troncs,
des branches et des ombres. Il mit le camion en marche et conduisit. Il ne regarda pas dans les rétroviseurs latéraux. Il ne jeta pas un coup d'œil dans le rétroviseur. Il se concentra sur la bande étroite de gravier et de terre directement devant lui et ne détourna pas les yeux jusqu'à ce que le chemin de feu le recrache sur la route principale, bordée de panneaux réfléchissants et de la lueur lointaine des lumières de la ville. Ce n'est qu'alors, alors que son compteur de vitesse dépassait les 80 km/h, qu'il risqua un regard dans le rétroviseur. Loin derrière, là où la bouche noire du chemin de feu rencontrait la route goudronnée, il les vit. Un groupe de lumières faibles et flottantes, suspendues juste au-delà de la ligne où ses phares ne parvenaient plus à éclairer. Elle y restait, petite et stable, comme des yeux observant depuis le bord du monde. Une par une, elles s'estompèrent et disparurent. Carter ne dormit pas en rentrant chez lui. Il laissa son équipement dans le camion, entra directement dans son appartement et s'assit à la table de la cuisine jusqu'à l'aube, le store toujours ouvert sur un ciel qui commençait à s'éclaircir sur les bords. Ses mains tremblaient lorsqu'il essaya de boire de l'eau. Chaque fois qu'une voiture passait à l'extérieur et que ses phares glissaient sur les murs, son cœur s'emballait. Plus tard, lorsqu'il se calma suffisamment pour réfléchir, il essaya de se dire que ça avait été une sorte d'hallucination collective. Peut-être d'autres campeurs utilisant des lanternes, peut-être des lumières de drone, peut-être un tour de son esprit, épuisé et désespéré de s'échapper du bruit quotidien. Mais au fond de lui, il savait que ce qui l'avait le plus terrifié n'était pas l'impossibilité de ce qu'il avait vu. C'était le sentiment qu'elles avaient été curieuses, pas en colère, pas hostiles, curieuses, comme la façon dont les gens se penchent sur un aquarium et tapent sur la vitre, regardant les petites choses à l'intérieur s'éparpiller et fuir dans la confusion. Savannah croyait connaître le son du silence jusqu'à ce qu'elle passe sa première nuit seule dans le chalet. La maison appartenait à son frère aîné, Marcus, qui avait acheté la propriété 2 ans plus tôt comme ce qu'il appelait une retraite créative. Elle se trouvait à 20 mètres en dehors de la ville la plus proche, nichée dans un pli de forêt dense, sans voisins visibles, avec une allée si accidentée qu'il lui avait fallu 15 minutes de conduite prudente pour atteindre le porche. Marcus était en Europe pour 3 semaines pour le travail et il lui avait demandé de rester au chalet pour s'occuper de son berger allemand, Bailey, qui ne supportait pas les chenilles. Elle avait accepté immédiatement. Le timing semblait parfait. Elle était entre 2 emplois, entre 2 relations, et dans ce genre de léthargie agitée où même le fait de faire défiler les réseaux sociaux semblait épuisant. Quelques semaines de forêt, de livres et d'un chien bien élevé semblaient être exactement le genre de réinitialisation dont elle avait besoin. Les 2 premiers jours passèrent sans incident. Elle tomba dans une routine simple. Café du matin sur le porche, longue promenade avec Bailey sur les sentiers de bûcheronnage envahis qui quadrillaient la propriété. Les après-midi à lire dans le fauteuil surdimensionné près de la fenêtre. Le chalet lui-même était modeste mais confortable, avec des planchers en larges planches, un poêle à bois et des murs épais qui rendaient chaque son extérieur étouffé et lointain. Bailey était une excellente compagnie, trottinant derrière elle de pièce en pièce, toujours alerte mais jamais anxieuse. C'est le 3e soir qu'elle installa les caméras de chasse. Marcus en avait parlé en passant avant de partir. 4 caméras résistantes aux intempéries montées sur des arbres autour de la propriété pour capturer des images de la faune. Il utilisait les images comme référence pour ses peintures, principalement des cerfs et des renards, mais il disait qu'il attrapait parfois un ours ou un coyote s'il avait de la chance. Les caméras étaient activées par le mouvement et enregistraient de courtes vidéos avec audio chaque fois que quelque chose bougeait dans leur champ de vision. Il lui avait montré comment retirer les cartes SD et visionner les images sur son ordinateur portable. « Tu devrais les vérifier pendant que tu es ici », avait-il dit. « Tu pourrais voir quelque chose de cool. » Elle n'avait pas prévu de s'en occuper avant que Bailey ne commence à se comporter étrangement le soir du 3e jour. Le chien était couché sur le tapis près du poêle lorsqu'elle releva soudain la tête, les oreilles tournées vers l'avant avec cette précision de chien de chasse. Cela signifiait qu'elle avait entendu quelque chose à l'extérieur. Savannah posa son livre et écouta, mais la forêt au-delà des fenêtres ne rendait rien d'autre que le doux bruissement habituel du vent dans les branches. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» demanda-t-elle. Bailey se leva, marcha jusqu'à la porte d'entrée et la fixa. Sa queue ne remuait pas. Elle ne gémissait pas ni n'aboyait. Elle se contentait de rester là, rigide, regardant le bois épais comme si elle pouvait voir à travers. Après un long moment, elle souffla une fois par le nez, se retourna et revint vers le tapis, mais elle ne se recoucha pas. Elle resta assise, alerte, les oreilles dressées. Savannah sentit une pointe d'inquiétude lui parcourir la nuque. Elle se leva, attrapa la lourde lampe, torche que Marcus gardait près de la porte et sortit sur le porche. L'air nocturne était frais et humide, chargé de l'odeur de pin et de terre mouillée. Elle balaya le faisceau de la lampe torche sur la clairière devant le chalet. Des arbres, des ombres, le faible reflet du toit de l'abri au loin. Rien ne bougeait. Elle attendit encore 1 minute,
puis rentra et verrouilla la porte. Le lendemain matin, elle décida de vérifier les caméras de chasse. Peut-être que l'une d'elles avait capté ce que Bailey avait entendu. Elle enfila ses bottes, attacha une laisse au collier du chien et fit le tour de la propriété, récupérant les cartes SD de chaque caméra. La forêt semblait différente à la lumière du jour, moins oppressante. Les chants d'oiseaux et la lumière filtrant à travers les feuilles rendaient tout ordinaire à nouveau. De retour au chalet, elle inséra la première carte dans l'ordinateur portable de Marcus et ouvrit le dossier des fichiers vidéo. La plupart étaient de courtes séquences de rien. Des branches agitées par le vent, un écureuil traversant le cadre, un raton laveur reniflant près de la base d'un arbre. Elle les parcourut rapidement, à peine attentive, jusqu'à ce qu'elle arrive à un fichier horodaté à 3h14 du matin, provenant de la caméra faisant face à l'arrière du chalet. Elle cliqua sur lecture. Les images étaient granuleuses et lavées par la lueur infrarouge de la vision nocturne de la caméra. Pendant les premières secondes, rien ne bougeait. Puis une silhouette entra dans le cadre par la gauche. Savannah se figea, les yeux rivés à l'écran. C'était elle. Aucune question. Même taille, même corpulence, portant la chemise en flanelle trop grande et le survêtement qu'elle avait enfilé pour se coucher. Mais elle ne se souvenait pas être sortie du chalet. Elle ne se souvenait pas avoir marché dehors du tout. À l'écran, la version d'elle-même bougeait lentement, presque comme dans un rêve, les pieds nus marchant prudemment sur les racines et les branches tombées. Sa tête était légèrement inclinée, comme si elle écoutait quelque chose. Ses bras pendaient mollement le long de son corps. Elle marchait en ligne droite vers la lisière des arbres, se déplaçant avec une sorte de certitude lente et non pressée qui suggérait qu'elle savait exactement où elle allait. La caméra n'avait capturé qu'environ 10 secondes avant qu'elle ne disparaisse dans les arbres au-delà de sa portée. Savannah rejoua la séquence 3 fois, son pouce accélérant à chaque visionnage. Elle vérifia les autres caméras. Celle près de l'allée l'avait filmée passant à 3h11 du matin, se dirigeant vers l'arrière de la propriété. Celle faisant face à la cour latérale la montrait descendant du porche à 3h09 du matin, se déplaçant lentement mais régulièrement, comme si elle était guidée. Mais la séquence la plus dérangeante provenait de la caméra montée près de la porte d'entrée. Elle montrait Savannah déverrouillant la porte de l'intérieur à 3h06 du matin, sortant sur le porche et s'arrêtant. Dans le silence des images infrarouges, elle restait parfaitement immobile pendant près de 20 secondes, la tête inclinée comme si elle écoutait. Puis, très clairement, elle tourna la tête vers la caméra, vers l'objectif, comme si elle savait exactement où il se trouvait, et sourit. Ce n'était pas son sourire. L'expression était trop large, trop lente, les coins de sa bouche se soulevant d'une manière qui semblait mécanique. Ses yeux, plats et réfléchissants sous la lumière infrarouge, ne clignaient pas. Puis elle se retourna et marcha hors du porche, se dirigeant vers l'arrière du chalet. Savannah ferma l'ordinateur portable et resta très immobile, essayant de stabiliser sa respiration. Elle n'avait aucun souvenir de tout cela. Elle s'était couchée vers 23h, avait lu peut-être une demi-heure, et s'était endormie avec Bailey pelotonné au pied du lit. Elle ne s'était pas réveillée avant que son réveil ne sonne à 7h. Ses pieds étaient propres. Il n'y avait pas de terre sur ses vêtements. La porte avait été verrouillée lorsqu'elle était descendue ce matin-là. Elle se dit que ce devait être une erreur. Peut-être que les caméras avaient mal fonctionné. Peut-être que les horodatages étaient incorrects. Peut-être qu'elle avait somnambulé, bien qu'elle ne l'ait jamais fait de toute sa vie. Mais elle savait ce qu'elle avait vu dans ce sourire. Ce soir-là, elle verrouilla chaque porte et fenêtre du chalet. Elle coinça une chaise sous la poignée de la porte d'entrée et une autre sous celle de l'arrière. Elle garda Bailey près d'elle, une main posée sur la tête du chien tandis qu'elle essayait de lire et échouait à se concentrer sur une seule phrase. Le soleil se coucha lentement, peignant les fenêtres en or, puis en orange, puis en violet profond avant que la forêt à l'extérieur ne disparaisse entièrement dans le noir. Vers 22h, épuisée par l'adrénaline et l'anxiété, elle monta se coucher. Elle changea de vêtements, vérifia une dernière fois les verrous et se glissa sous les couvertures avec son téléphone sur la table de nuit et la porte de la chambre entr'ouverte pour entendre si quelque chose bougeait en bas. Bailey s'installa au pied du lit avec un soupir, posant son menton sur ses pattes. Savannah ferma les yeux et essaya de dormir. Elle se réveilla au son de la porte d'entrée qui se déverrouillait. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, le cœur bondissant dans sa gorge. La maison était sombre, la seule lumière étant une fine lueur de lune filtrant à travers les rideaux. Elle resta complètement immobile, écoutant, priant pour avoir imaginé cela. Puis elle l'entendit à nouveau. Le grattement lent et délibéré du verrou coulissant, suivi du léger grincement des charnières. Des pas sur le porche, doux, pieds nus. Bailey leva la tête, mais n'aboya pas. Le chien fixait la porte de la chambre, les oreilles dressées, le corps tendu. Savannah se força a bolger. Elle sortit du lit aussi silencieusement que possible,
attrapa son téléphone et se faufila jusqu'en haut des escaliers. La maison en bas était un puits d'ombre. Elle pouvait à peine distinguer la forme de la porte d'entrée, qui était maintenant entr'ouverte, un rectangle de noirceur légèrement plus clair encadré contre la nuit à l'extérieur. Quelqu'un se tenait dans l'embrasure de la porte. Non, pas quelqu'un. Elle. La silhouette était parfaitement immobile, silhouettée contre la faible lueur de la lumière du Porsche que Marcus avait laissé allumer sur une minuterie. Même taille, même corpulence, même chemise trop grande. La tête s'inclina lentement d'un côté, puis de l'autre, comme une personne étirant son cou après un long sommeil. Puis elle parla. Savannah. La voix était la sienne. Même tonalité, même cadence. Le genre de ton qu'elle utilisait pour inciter Bailey à entrer après une promenade. Do, patient, familiar. Allez, Savannah. Il est temps de partir. Sa gorge se serra. Elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait pas bouger. La silhouette dans l'embrasure de la porte se tourna légèrement, comme si elle regardait par-dessus son épaule vers les arbres, puis elle descendit du porche et disparut de sa vue. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. Puis elle l'entendit à nouveau, plus faible maintenant, flottant à travers la porte ouverte. « Savannah, s'il te plaît. Je t'attends. » Ses jambes bougèrent avant que son cerveau ne suive. Elle recula en trébuchant, manquant de peu de tomber sur Bailey, et claqua la porte de la chambre. Ses mains tremblaient tellement qu'il lui fallut 3 essais pour tourner le verrou. Elle pressa son dos contre le bois et glissa jusqu'au sol, le téléphone serré dans ses 2 mains. En bas, la porte d'entrée grinça à nouveau. Des pas traversèrent le seuil. Lents, délibérés, pieds nus sur le parquet. La voix revint, plus proche maintenant, juste au pied des escaliers. « Savannah, pourquoi te caches-tu? Tu es descendu avant. Tu descends toujours. » Elle mordit ses jointures pour ne pas faire de bruit. Bailey grogna bas dans sa gorge. Un grondement sourd qu'elle n'avait jamais entendu sortir d'elle auparavant. Le chien se déplaça pour se tenir entre elle et la porte. Poyles Harris's. Les pas commencèrent à monter les escaliers. Un pas, pause. Un autre pas, pause. « Je t'appelle depuis si longtemps, » dit la voix. Et maintenant, elle sonnait faux. Comme 2 enregistrements de sa propre voix légèrement désynchronisés. « Tu m'entends chaque nuit. Tu me suis toujours. Pourquoi t'arrêtes-tu maintenant ?» Savannah manipula maladroitement son téléphone, essayant de composer le 911, mais ses mains tremblaient trop fort, et elle se trompait sans cesse. Les pas atteignirent le haut des escaliers. Elle pouvait voir l'ombre sous la porte bouger, une sombre obscurité bloquant la fine ligne de lumière provenant du couloir. « Ouvre la porte, Savannah. » Elle se pressa plus fort contre le bois, comme si son poids pouvait somehow renforcer le verrou. Bailey aboya une fois, aigu et furieux, les dents découvertes. La poignée de la porte tourna. Elle gratta contre le verrou, le testant, puis s'immobilisa. L'ombre sous la porte ne bougea pas. Pendant un long moment terrible, il n'y eut que le silence. Puis la voix parla à nouveau, et cette fois, elle n'essayait plus de sembler réconfortante. Elle était plate, froide, presque curieuse. Tu n'aurais pas dû voir les caméras. La visión de Savannah se brouilla de larmes. Elle se força à respirer, força ses doigts tremblants à déverrouiller son téléphone et à ouvrir l'écran d'appel. Elle composa le numéro de Marcus. Cela sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e sonnerie, il décrocha, la voix endormie et agacée. « SAV, il est genre 5 heures du matin ici. »« Quoi ? Il y a quelque chose dans la maison, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ça ressemble à moi. Ça fait semblant d'être moi. Marcus, je ne sais pas quoi faire. » Il y eut une pause à l'autre bout. Puis sa voix revint, plus nette, pleinement éveillée. « Où es-tu en ce moment ? » ?»« À l'étage. Dans la chambre. La porte est verrouillée. C'est juste à l'extérieur. Ne ouvre pas la porte. J'appelle la police tout de suite. Reste en ligne. » Elle l'entendit bouger. Entendit le froissement des draps et le son étouffé de sa voix parlant à quelqu'un d'autre. De l'autre côté de la porte de la chambre, la présence se déplaça. L'ombre recula. Les pas redescendirent lentement le couloir, puis descendirent les escaliers avec ce même rythme délibéré. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Puis elle se referma. Elle attendit, le téléphone collé à l'oreille, écoutant Marcus coordonner avec la police locale sur une autre ligne. Bailey resta tendu, fixant la porte, mais le grondement avait cessé. Après ce qui sembla une éternité, elle entendit au loin le hurlement des sirènes s'approchant par la longue allée. Lorsque les officiers arrivèrent enfin et inspectèrent la maison, ils trouvèrent la porte d'entrée déverrouillée et grande ouverte. Aucun signe d'effraction, aucune empreinte, aucune preuve que quelqu'un d'autre que Savannah et le chien avait été à l'intérieur.
Mais lorsqu'elle leur montra les images des caméras de chasse, leurs expressions changèrent. L'un d'eux, un adjoint plus âgé aux cheveux grisonnants, regarda 3 fois la séquence où elle souriait à la caméra sans dire un mot. « Madame, dit-il enfin, avez-vous déjà eu des problèmes de somnambulisme ? » « Non, jamais. » Il hocha lentement la tête. « Nous allons rédiger un rapport, mais si j'étais vous, je ne resterais pas ici ce soir. » Elle partit dans l'heure, bêlait sur le siège passager, et ne revint pas avant que Marcus ne rentre d'Europe 2 semaines plus tard. Ensemble, ils visionnèrent le reste des images. Chaque nuit où elle avait été là-bas, les caméras l'avaient filmée quittant le chalet entre 3h et 4h du matin, marchant dans les bois et revenant juste avant l'aube. Elle n'avait aucun souvenir de tout cela. Marcus vendit la propriété 6 mois plus tard. Il ne voulut pas dire pourquoi, mais Savannah savait, car lorsqu'ils visionnèrent les images de la dernière nuit, la caméra près de la lisière des arbres avait capturé autre chose. Une silhouette se tenant dans les bois juste au-delà du chalet, observant la maison. Elle avait sa taille, sa corpulence, portait ses vêtements, mais elle était déjà partie. Tyler préférait toujours chasser seul. Il disait aux gens que c'était parce qu'il aimait le calme, la concentration, la satisfaction de compter sur ses propres compétences plutôt que de bavarder dans un affût avec quelqu'un d'autre. C'était en partie vrai. La vérité plus profonde était que les bois étaient le seul endroit où il ne se sentait pas en train d'échouer à quelque chose. Là-bas, les attentes étaient simples. Lire le vent, respecter la terre, faire des tirs éthiques et nettoyer ce que l'on tue. C'était mi-octobre lorsqu'il conduisit jusqu'à la forêt nationale avant l'aube. Son arc, son sac et ses bâtons d'escalade soigneusement rangés à l'arrière de son camion. Un front froid avait fait chuter les températures juste assez pour que son souffle s'évapore lorsqu'il descendit, et le ciel à l'est ne commençait qu'à peine à pâlir. Il se gara dans un petit retrait de gravier qu'il utilisait depuis des années, passa son sac sur ses épaules et commença la randonnée d'1,5 km vers une crête qu'il avait repérée la semaine précédente. Les bois étaient éveillés, mais calmes. Un hibou appelait encore au loin. Quelque part à proximité, une branche craqua alors que quelque chose de petit se déplaçait dans les sous-bois. Il aimait ce bruit étouffé, les sons honnêtes des animaux faisant ce qu'ils étaient censés faire. Pas de moteur, pas de téléphone, pas de gens. Il lui fallut environ 45 minutes pour atteindre la zone qu'il avait en tête, une série de longues pentes douces entrecoupées d'une vieille route de bûcheronnage qui avait en grande partie repoussé. Les cerfs aiment voyager dans ces dépressions, des passages de moindre résistance. Il se déplaçait lentement, faisant attention à ne pas écraser de feuilles inutilement, scrutant les signes frais, les traces, les crottes, les frottis sur les jeunes arbres, de petits indices qui s'additionnaient pour former un schéma. C'est alors qu'il vit l'affût. Ce n'était pas évident au début. Il l'aperçut comme une forme plus sombre dans les branches au-dessus, une ombre qui n'avait pas sa place. Lorsqu'il recula et plissa les yeux, il put distinguer le contour carré d'une plateforme à environ 6 mètres de haut dans un grand chêne, astucieusement niché à la fourche où 2 branches se séparaient. Pas de métal brillant, pas de sangle réfléchissante, rien qui pourrait scintiller à la lumière du soleil. Celui qui l'avait placé la savait ce qu'il faisait. Tyler fronça les sourcils. Les règlements pour cette section de la forêt étaient stricts concernant les affûts. Ils devaient être étiquetés avec le nom du propriétaire et le numéro de permis. Ils ne pouvaient pas être laissés en permanence, et ils n'étaient pas censés se trouver à une certaine distance de l'ancienne route de bûcheronnage. Celui-ci semblait permanent, usé par les intempéries, installé. Il faillit s'éloigner. Il n'y avait rien d'illégal à tomber sur l'installation de quelqu'un d'autre, et les chasseurs sérieux respectaient généralement les spots des autres. Mais quelque chose dans cet affût le tracassait. Il était orienté non pas vers le sentier de serre évident, mais vers la partie la plus dense des broussailles où la visibilité était terrible. Il semblait surveiller la route de bûcheronnage elle-même, et non le gibier. Il se dit qu'il voulait juste vérifier l'arbre pour une étiquette, s'assurer qu'il ne s'installait pas trop près par accident. C'était une excuse raisonnable pour satisfaire la partie de lui qui croyait encore à l'idée de ne pas se mêler des affaires des autres. Il décrocha les bâtons d'escalade de son sac et grimpa le long du tronc, attachant chaque segment avec une efficacité pratiquée. Lorsqu'il atteignit la plateforme, il s'arrêta sur le dernier bâton et l'examina. L'affût était plus grand que la plupart. Un travail sur mesure avec un siège rembourré et une barre de sécurité. Une bâche de camouflage avait été roulée et fixée au-dessus, prête à être déployée en cas de mauvais temps. Il y avait un petit crochet dans l'une des branches pour accrocher un sac à dos. Et sur le sol de l'affût se trouvait un sac de transport Olive moyen. Aucune étiquette de nom, aucun permis, aucune marque d'identification. Tyler se hissa sur la plateforme, testant son poids, et s'accroupit pour examiner le sac. Il était fermé par une fermeture éclair, mais pas verrouillé. La chose sensée aurait été de le laisser tranquille.
Si un ranger le surprenait en train de fouiller dans l'équipement de quelqu'un d'autre, cela ne ferait pas bonne impression. Mais le sentiment d'inconfort avait grandi en quelque chose de plus lourd maintenant. Une pression dans sa poitrine, comme le moment avant qu'un orage n'éclate. Il ouvrit la fermeture éclair. À l'intérieur se trouvaient des jumelles, un télémètre et quelques autres objets qui avaient du sens. Une thermos, des gants de rechange, une veste de pluie pliée. Sous ceci, enveloppé dans un sac en plastique de supermarché, il trouva quelque chose qui lui assécha la bouche. Un appareil photoréflexe numérique de haute qualité avec un long objectif attaché. Collé sur le boîtier se trouvait un morceau de ruban adhésif avec une date écrite au marqueur noir. La date de la semaine précédente. Il alluma l'appareil. La batterie était presque pleine. Il feuilleta les photos, s'attendant à voir des cerfs, des dindons, peut-être quelques clichés de coyotes sur les sentiers. Les premières images étaient exactement cela. Des arbres, des clairières, un tronçon vide de route de bûcheronnage à différents moments de la journée. Puis le sujet changea. La première photo humaine montrait un homme dans la trentaine marchant sur la route envahie, un sac à dos sur les épaules, la tête baissée. La mise au point était nette, l'éclairage bon. C'était le genre de photo qu'un photographe animalier pourrait prendre s'il voulait capturer l'idée d'un randonneur dans les bois. Sauf que ce n'était pas de l'art. Chaque photo suivante zoomait un peu plus. Le visage de l'homme, la marque de son sac à dos, un gros plan de la callosité sur sa main droite là où il tenait son bâton de randonnée. Tyler passa à l'image suivante. Une femme maintenant, peut-être dans la vingtaine, seule, des écouteurs dans les oreilles, joguant sur la même route. Sa queue de cheval était capturée en plein mouvement, son expression détendue. L'angle suggérait que le photographe avait été au-dessus et légèrement derrière elle, probablement depuis cet affût même. Chaque série d'images suivait le même schéma. Une personne seule sur la route de bûcheronnage, capturée de loin, puis progressivement dans des cadres plus serrés, comme quelqu'un étudiant les détails. Parfois, l'angle changeait, impliquant que le photographe était descendu et s'était rapproché sans être vu. Il y avait des dizaines de personnes, toutes seules, presque toutes sans conscience évidente d'être observées. Un frisson glissa le long de l'échine de Tyler qui n'avait rien à voir avec l'air froid. Il avala sa salive et continua. La partie de lui qui voulait s'arrêter fut surpassée par quelque chose de plus dur et de plus tranchant. Vers la fin de la carte mémoire, les photographies changèrent à nouveau. Les compositions devenaient moins soignées, plus pressées, des clichés flous des mêmes visages, mais maintenant sous des angles étranges. Certains partiellement obscurcis par des branches, d'autres pris de beaucoup plus près qu'avant. Une série montrait un adolescent avec une canne à pêche quittant la route de bûcheronnage pour se diriger vers un étroit sentier de gibier. Dans la première image, il était visible des genoux vers le haut. Dans la suivante, le cadre le coupait à la poitrine. Dans la dernière photo de la série, seuls ses cheveux et l'arrière de sa nuque étaient visibles tout en bas du cadre, comme si l'appareil photo avait été soulevé rapidement tandis que la personne qui le tenait se rapprochait. Puis plus rien. Plus d'images du garçon. Le cœur de Tyler battait à ses tempes. Il revint à la vue miniature et fit défiler. Plusieurs séries se terminaient ainsi. Une personne marchant dans les arbres, suivie d'une dernière photo rapprochée où elle était à peine dans le cadre. Et puis plus aucune photo d'elle du tout. Entre chaque série, il y avait un écart d'un jour ou deux, à en juger par les horodatages. Il se répéta à nouveau que cela ne prouvait rien. Les gens quittaient les sentiers tout le temps. Ils s'éloignaient pour se soulager, explorer une clairière, suivre un ruisseau. Peut-être que le photographe avait rangé l'appareil et c'était tout. Pourtant, lorsqu'il pensait au nombre d'affiches de personnes disparues qu'il avait vues placardées aux têtes de sentiers au fil des ans, son estomac se noua. Au fond du sac, sous une chemise en flanelle pliée, il trouva un carnet. Il était petit, à spirale, le genre de choses que l'on pourrait garder dans une poche. Les premières pages étaient remplies de ce qui semblait être des notes de chasse normales, des dates, des heures, des conditions météorologiques, des observations d'animaux. Mais à mi-chemin, le contenu changea. Les entrées devinrent des listes, chacune commençant par une date et un lieu. 10,5, homme, environ 30 ans, randonnée seul, sac à dos bleu au spray, attelle de genoux à la jambe droite, garé dans une Subaru argentée au parking C, marche vite, revenu le même jour. 15e, femme, environ 24 ans, course à pied, écouteurs blancs, aucune arme visible ou spray, garé dans une Honda Civic rouge au retrait après le repère kilométrique 12, vient les week-ends. 19e, adolescent masculin, équipement de pêche, canne bon marché, pas de téléphone visible, garé dans un vieux pick-up avec un autocollant du lycée local. Suit le ruisseau à l'est. Sous chaque description se trouvaient des notes sur les habitudes, l'heure à laquelle ils arrivaient généralement, s'ils écoutaient de la musique, à quelle fréquence ils vérifiaient leur téléphone, s'ils regardaient autour d'eux ou gardaient les yeux baissés. Certaines entrées avaient un seul mot en bas,
encerclé. Prometteur. Tyler ferma le carnet, si vite que les pages se plièrent. Ses mains étaient moites de sueur malgré le froid d'octobre. Il n'était pas détective, mais il avait grandi en entendant assez de conversations policières lors des rassemblements familiaux pour savoir à quoi cela ressemblait. Quelqu'un s'était assis dans cet arbre à cataloguer des gens, à étudier leurs habitudes et en marquer certains comme étant plus qu'un simple intérêt passager. Et il le faisait dans un endroit où le son ne portait pas loin et où la circulation était légère. Les bois, qui avaient toujours semblé être un refuge, semblaient soudain pleins d'angles qu'il ne pouvait pas voir. Il ferma le sac à glissière et resta accroupi là pendant un long moment, pensant qu'il devait apporter cela à un ranger ou au bureau du shérif. C'était évident. Mais une autre pensée s'imposa, indésirable mais insistante. Si le sac était ici, si l'affût était si bien entretenu, celui qui l'avait installé n'avait probablement pas fini de l'utiliser, ce qui signifiait qu'il pouvait déjà être proche. Tyler leva lentement la tête et écouta. La forêt répondit avec les sons habituels. Une rafale de vent, le gazouillis lointain d'un écureuil, le tapotement lointain d'un pic. Aucun craquement de pas, aucun claquement de branches sous une botte. Pourtant, chaque instinct hurlait qu'il était observé maintenant, de la même manière qu'il avait observé ses vignettes sur l'écran de l'appareil photo. Son arc était appuyé contre la rambarde de l'affût, à portée de main. La partie sensée de son esprit lui disait de prendre le sac et le carnet, de descendre, et de marcher directement vers son camion à un rythme régulier. Ne pas courir. Ne pas agir comme une proie. Juste partir. Il passa la sangle du sac en bandoulière, sécurisa son arc, et se laissa glisser de la plateforme sur le bâton d'escalade supérieur. Le métal gronda doucement sous son poids. Il se figea, le cœur battant, attendant de voir si le bruit attirait une réponse. Rien. Juste le vent à nouveau. Il descendit aussi silencieusement que possible. Chaque mouvement était délibéré. Lorsque ses bottes touchèrent enfin le sol, ses jambes semblaient instables, comme si elles pouvaient céder sous lui. Il prit une lente inspiration, puis une autre, et se força à rester immobile et à écouter une dernière fois avant de bouger. Un jet cria quelque part sur sa gauche, ce cri dur et grinçant qu'ils utilisaient lorsqu'ils étaient alarmés. Un autre le reprit plus loin. Le son rebondit à travers les arbres, rendant l'air aigu. Cela aurait pu être n'importe quoi qui les avait dérangés. Un renard, un faucon ou une personne. Tyler commença à marcher. Il ne prit pas le chemin le plus direct pour retourner au camion. Au lieu de cela, il traça un arc plus large, utilisant les plis du terrain et les zones de broussailles plus épaisses comme couverture. Tous les quelques mètres, il modifiait légèrement son chemin, juste assez pour que quiconque essayant de le suivre visuellement de loin doive continuellement ajuster sa position. Le sac lui semblait lourd sur l'épaule, plus comme une preuve que comme de l'équipement maintenant. Une fois, il jeta un regard en arrière d'où il venait. Il ne vit rien au début. Puis, haut sur la pente, il aperçut un mouvement furtif. Une silhouette partiellement obscurcie par les branches, debout à côté du chêne avec l'affût. La distance rendait les détails impossibles à distinguer. Taille, visage, vêtements. Mais il vit le reflet de quelque chose de métallique près de leurs mains. Peut-être des jumelles ou une lunette. Qui que ce soit ne l'appela pas. Ne lui fit pas de signe. Ils se contentèrent de regarder. Tyler ne regarda plus en arrière. Lorsqu'il émergea enfin du bord des bois et vit son camion l'attendant dans le retrait de gravier, le soulagement le frappa si fort que ses genoux vacillèrent. Il déverrouilla la porte, jeta le sac sur le siège passager et monta. Pendant une seconde, il resta simplement assis là, les mains crispées sur le volant, écoutant le tic-tac du métal qui refroidissait et le bruissement lointain des feuilles. Puis il démarra le moteur et conduisit. Il ne roula pas vite. Il respecta la limite de vitesse, les pneus vrombissant régulièrement sur l'asphalte fissuré, les yeux passant de la route au rétroviseur. La lisière des arbres de chaque côté de la route forestière semblait plus proche que d'habitude, penchée vers l'intérieur. Au poste de rangée à la lisière de la forêt, il se gara sans hésitation. Le ranger de service en poste écouta avec un silence croissant tandis que Tyler expliquait ce qu'il avait trouvé et posa le carnet et l'appareil photo sur le comptoir. Le visage de l'homme se durcit alors qu'il feuilletait les pages. Lorsqu'il arriva aux photos, sa mâchoire se crispa. « J'ai besoin que vous attendiez ici », dit le ranger calmement. « Et j'ai besoin que vous racontiez cette histoire exactement de la même manière au shérif lorsqu'il arrivera. Vous comprenez ?» Tyler hocha la tête. Sa bouche était trop sèche pour parler. Dans les mois qui suivirent, il apprit des bribes d'informations par des rapports de presse, des rumeurs et une enquête en cours sur des activités suspectes dans la forêt nationale. Les autorités suivaient des pistes liées à plusieurs randonneurs disparus au cours des 3 dernières années. Aucune arrestation n'était annoncée initialement. Aucune résolution nette pour tout conclure. Ce qui lui resta le plus,
cependant, n'était pas le langage officiel. C'était le souvenir de se tenir dans cet arbre, regardant ses photos et réalisant que pendant des heures, des jours, peut-être des semaines, quelqu'un avait été là-bas dans le même silence qu'il avait toujours aimé, observant les gens de la manière dont d'autres chasseurs observent les cerfs. Et c'était la prise de conscience tenace que s'il avait choisi une crête différente ce matin-là, une autre partie des bois, il n'aurait peut-être jamais trouvé cet affût du tout. Brooklyn avait fait assez de randonnées pour savoir que les bois ne la surprenaient généralement plus. Elle avait grandi sur des lacets et des cartes de sentiers, passé ses week-ends à l'université à guider des novices lors de randonnées d'une journée, et maintenant, à la fin de la vingtaine, elle traitait les voyages de randonnée en solo comme une sorte de méditation en mouvement. Les règles étaient une seconde nature. Dire à quelqu'un son itinéraire, emporter des redondances dans sa navigation, respecter la météo, et ne jamais quitter le sentier sur un coup de tête. C'était cette dernière règle qu'elle gardait à l'esprit alors qu'elle dépliait la carte topographique sur ses genoux, sur un tronc moussu, traçant la fine ligne rouge qui marquait la boucle qu'elle prévoyait de compléter en 3 jours. Le soleil de fin d'été filtrait à travers une haute canopée de sapins et de cèdres, teintant l'air de vert et de chaleur. Quelque part à proximité, un ruisseau murmurait sous un tapis de pierre. Son GPS, accroché à sa bretelle, était en accord avec la carte. Elle était exactement là où elle était censée être. Le guide mentionnait une vieille route de bûcheronnage qui croisait le sentier quelques kilomètres plus loin, maintenant envahie et en grande partie réclamée par la forêt. Il ne disait rien sur les structures, pas d'abri, pas de poste de rangée, pas de propriété privée. Alors, lorsqu'elle tourna un virage 2 heures plus tard et vit le chalet, elle s'arrêta net. Il se trouvait dans un creux peu profond à environ 50 mètres du sentier, partiellement dissimulé par de jeunes épicéas. Pas une ruine. Ce n'était pas une relique délabrée avec un toit effondré et une cheminée étouffée par la mousse. Le toit était intact, les bardeaux sombres mais solides. Les rondins étaient grisés par les intempéries, mais ils conservaient des arêtes vives, les coins bien ajustés. Un court escalier menait à un petit porche. Et dans l'une des fenêtres avant, à moitié obscurcie par la saleté, une lumière jaune chaude brillait. Brooklyn cligna des yeux et regarda à nouveau la carte. Rien. Les lignes de contour passaient sur cet endroit sans symbole indiquant une structure. Elle zooma sur son GPS. Il montrait une étendue générique de vert. La ligne du sentier, le ruisseau, rien d'autre. Elle vérifia le niveau de la batterie, la réception par satellite. Tout était normal. D'accord, murmura-t-elle pour elle-même, plissant les yeux vers le chalet. C'est bizarre. Sa première pensée fut qu'il pouvait s'agir d'une propriété privée mal signalée. Mais il n'y avait ni clôture, ni panneau d'interdiction, ni lignes électriques menant à l'intérieur. La lumière dans la fenêtre était stable, ne scintillant pas comme une bougie, mais trop douce pour être un projecteur LED. Peut-être une lanterne, peut-être un petit générateur à l'intérieur. Elle resta sur le sentier pendant 1 minute entière, hésitant. La chose sensée aurait été de continuer. La boucle était longue, et la lumière du jour ne durait jamais aussi longtemps qu'on le pensait. Mais le chalet attirait sa curiosité. Elle avait passé assez de temps dans la communauté des amateurs de plein air pour savoir que des abris non officiels existaient parfois. D'anciennes cabanes de trappeurs, des cabanes de chasse que les randonneurs utilisaient lors des tempêtes ou des urgences. Si c'était l'un d'eux, cela valait peut-être la peine de le savoir. Un rapide coup d'œil, décida-t-elle depuis le porche. Pas d'entrée. Elle quitta le sentier. Le sol changea presque immédiatement. La terre compacte et les racines éparses du chemin bien utilisées laissèrent place à un tapis spongieux d'aiguilles et de feuilles humides. L'air semblait s'être refroidi de quelques degrés, la lumière du soleil s'amenuisant alors que les arbres se refermaient au-dessus. Elle se faufila entre les troncs, ses bottes s'enfonçant légèrement à chaque pas, les yeux passant du chalet au sentier derrière elle pour garder ses repères. À mi-chemin, la forêt se tut. Le changement fut subtil, comme le clic doux d'une porte se fermant au loin. Le chant des oiseaux s'estompa. Le bourdonnement des insectes s'atténua. Le seul son restant était le léger craquement de ses propres pas et le frottement du tissu là où les bretelles de son sac frottaient contre ses épaules. Elle s'arrêta et se retourna. Le sentier était toujours visible, une artère brune traversant le vert. Au-delà, la forêt s'élevait en pente douce. Rien n'avait changé, et pourtant tout semblait différent. « Reprends-toi », se dit-elle, forçant un rire qui sonna trop fort dans le silence. « Tu es à 10 mètres du sentier, pas dans une autre dimension. » Le chalet attendait, patient et petit, à seulement 20 mètres maintenant. De près, il semblait encore moins une relique abandonnée. Quelqu'un avait balayé le porche récemment. Il y avait peu de débris sur les planches. La chaise à bascule, près de la porte, ne s'affaissait pas de pourriture.
Un crochet métallique, près de l'entrée, retenait une bobine de corde qui ne s'était pas encore effilochée. La fenêtre d'où provenait la lumière était striée de saleté, mais pas au point qu'elle ne pouvait distinguer les formes au-delà. Une table, une étagère, ce qui semblait être un manteau accroché à une patère. Brooklyn monta les marches lentement, testant chacune d'elles. Elles tinrent bon. En haut, elle resta sur le côté de la porte, laissant son sac effleurer le mur tandis qu'elle tendait le cou vers la fenêtre. La lumière semblait provenir d'une lampe sur la table, son abat-jour légèrement incliné. Aucun mouvement, aucun son. « Bonjour », appela-t-elle, donnant à sa voix ce ton poli et apologétique que les gens utilisent lorsqu'ils ne sont pas sûrs de déranger. « Y a-t-il quelqu'un » Silence. Elle attendit, la sueur lui piquant entre les omoplates sous les bretelles du sac. « Je passe juste par ici », ajouta-t-elle. « Si c'est une propriété privée, je m'en vais. » Elle n'obtint pas de réponse. Une petite partie de son cerveau suggéra que l'endroit pouvait être l'une de ces cabanes mises en scène pour des expériences d'horreur, une sorte de jeu immersif bizarre. Elle écarta immédiatement cette idée. Il n'y avait pas de route à des kilomètres à la ronde, pas d'accès facile pour des équipes construisant quelque chose comme ça. Et il n'y avait aucun signe de caméra, de accessoires en plastique, de tentatives évidentes de faire peur. Si quoi que ce soit, c'était l'ordinaire absolu de l'endroit qui la dérangeait le plus. Son regard dériva vers la poignée de porte. C'était un simple accessoire en laiton, terni, le genre que l'on pouvait acheter dans n'importe quel magasin de bricolage. Quelqu'un avait noué une longueur de ficelle autour de la base et l'avait laissée pendre, effilochée à l'extrémité, comme si elle avait autrefois retenu une clé. Maintenant, elle oscillait doucement dans une brise imperceptible, tapotant doucement contre le bois. Elle aurait dû partir. Elle savait que chaque règle de sécurité en pleine nature disait de ne pas entrer dans des structures inconnues seules. Mais une autre pensée s'insinua, plus silencieuse et plus primitive. Et s'il y avait un registre à l'intérieur ? Une note des rangers s'expliquant pourquoi il n'apparaissait pas sur les cartes. Un stock de fournitures d'urgence dont elle pourrait avoir besoin si le temps tournait. Sa main se referma sur la poignée avant qu'elle n'ait pleinement décidé. Elle tourna facilement. La porte s'ouvrit sur des charnières huilées. Pas de grincement, pas de protestation dramatique. Un souffle d'air lui effleura le visage. Frais, sec, portant une faible odeur de poussière, de vieux bois et de quelque chose de plus difficile à identifier. Du métal, peut-être, ou quelque chose de chimique, comme de l'antiseptique. « Bonjour », appela-t-elle à nouveau, faisant un pas juste à l'intérieur du seuil. L'intérieur était une grande pièce. La lampe sur la table à sa droite brillait doucement, son cordon descendant vers une petite batterie. Des étagères tapissaient le mur du fond, supportant des boîtes de conserve empilées, des bidons d'eau, des couvertures roulées. Un lit de camp étroit était adossé au mur opposé, fait avec un drap propre et une couverture en laine pliée au pied. Pas de toile d'araignée, pas de crotte de rongeur, pas de signe d'abandon prolongé. Celui qui utilisait cet endroit le faisait régulièrement. Et pourtant, il n'y avait pas de désordre personnel, pas de photographie, pas de vêtements jetés sur une chaise. Même le manteau qu'elle avait entrevu à travers la fenêtre était un parka sombre générique, zippé et accroché bien droit. Elle allait reculer lorsque son regard tomba sur les papiers sur la table. Une petite pile d'entre eux, maintenue en place par un galet lisse. Malgré elle, elle s'approcha. La feuille du dessus portait un dessin au crayon. Un croquis détaillé du chalet et des arbres environnants, vu d'un point plus haut dans la canopée. La perspective était précise, presque architecturale. La deuxième feuille montrait le même chalet sous un autre angle, cette fois avec une petite silhouette ajoutée, une personne sur le porche à mi-chemin. Le troisième dessin lui serra la gorge. C'était elle. Même sac à dos, même casquette, même tresse-lâche sur une épaule. Elle se tenait sur le sentier, un pied levé comme si elle venait de s'arrêter en plein pas, la tête inclinée exactement de la manière dont elle la tenait lorsqu'elle vérifiait son GPS. Le rendu était si précis qu'il capturait la légère torsion de son auriculaire droit due à une ancienne fracture. La date écrite en écriture soignée en bas de la page était celle du jour. La PAU de Brooklyn de Vint Freude. Elle tourna la page suivante avec des mains soudain maladroites. Celle-ci la montrait à nouveau, mais plus près cette fois, comme si l'artiste invisible s'était rapproché. La dernière feuille de la pile était inachevée. Seuls les contours de ses épaules et le haut de sa tête. Les traits de crayon plus légers, comme s'ils avaient été interrompus. Derrière elle, les planches du sol craquèrent. C'était le genre de bruit qu'une maison fait lorsqu'elle se tasse, lorsque les températures changent, lorsque le bois se dilate ou se contracte. C'est ce qu'elle se dit. Mais cela venait directement derrière elle, pas sous ses pieds, et cela avait la cadence distincte d'un poids se déplaçant d'une planche à l'autre. Elle ne se retourna pas immédiatement. Pendant un moment tendu et fragile, elle fixa le croquis inachevé sur la table,
sentant chaque battement de cœur comme un impact séparé contre ses côtes. Le chalet, qui avait semblé simplement étrange quelques minutes plus tôt, semblait maintenant comme une bouche dans laquelle elle était entrée sans vérifier les dents. Lentement, elle se retourna. L'embrasure de la porte était vide. Le porche s'étendait au-delà, et les arbres au-delà de celui-ci. Mais la sensation de quelqu'un d'autre dans la pièce persista, épaisse et aigre. L'air semblait plus dense, comme si l'on avait aspiré le souffle de l'espace et l'avait remplacé par quelque chose de plus lourd. « D'accord, dit-elle d'une voix tremblante. Tu as vu assez. » Elle recula vers la porte, sans détourner les yeux des coins de la pièce. Rien ne bougea. La lampe bordonnait faiblement. L'ombre sous le lit de camp ne changea pas. Le manteau sur la patère pendait toujours immobile sur le seuil. Elle hésita juste assez longtemps pour tendre la main et éteindre la lampe. L'obscurité avala la moitié de la pièce. La fenêtre n'était plus qu'un rectangle terne au lieu d'un lumineux. Alors que l'ampoule refroidissait avec un petit tic-tac, une pensée s'insinua dans son esprit. Indesirable. Comment la lampe avait-elle pu être allumée à son arrivée s'il n'y avait personne ici? Elle sortit et tira la porte fermement derrière elle, résistant à l'envie de la claquer. La forêt l'accueillit avec le même silence surnaturel qu'elle avait remarqué auparavant. Elle pouvait voir le sentier maintenant à travers les arbres, une ligne de normalité dont elle avait soudain plus besoin qu'elle ne pouvait l'expliquer. Elle se dirigea vers lui rapidement, sans tout à fait courir, mais sans flâner non plus. Après environ 10 mètres, le monde changea. Ce n'était pas un son cette fois, mais un changement de pression, une sensation de franchissement d'une frontière invisible. Ses oreilles se débouchèrent légèrement, comme elles le faisaient parfois lors des changements d'altitude. L'air se réchauffa d'1 ou 2 degrés. Les oiseaux se remirent à chanter, reprenant les fils de leur chant comme s'ils avaient été mis en pause puis repris. Brooklyn posa le pied sur le sentier et se retourna. Le chalet était là où elle l'avait laissé, petit et autonome, le bois d'un gris terne contre le vert. La fenêtre par laquelle elle avait regardé ne brillait plus. Aucun signe de mouvement, aucune ombre à la vitre. Elle resta là pendant un long moment, attendant que quelque chose, n'importe quoi, se produise. Lorsqu'il ne se passa rien, elle sortit son téléphone, sachant pertinemment qu'il n'y avait pas de réseau. Pourtant, elle ouvrit l'application boussole. L'affichage tourna pendant une seconde, puis se stabilisa. Le nord pointait droit devant sur le sentier, exactement comme l'indiquait sa carte. Elle expira lentement, plia la carte et commença à marcher. Ce ne fut que cette nuit-là, lorsqu'elle déroula son sac de couchage à des kilomètres de là, dans un camping désigné, qu'elle réalisa ce qui la tracassait le plus. Elle avait été si concentrée sur le fait de quitter le chalet qu'elle n'avait pas prêté attention au chemin qu'elle avait pris pour revenir. Le trajet entre le chalet et le sentier avait semblé plus court en partant qu'en arrivant, comme si la distance s'était contractée. Et lorsqu'elle essaya de se remémorer l'agencement exact des arbres, la torsion particulière des branches près du porche, la pente du sol sous ses bottes, les détails glissèrent hors de sa mémoire, comme de l'huile sur l'eau, comme si quelque chose ne voulait pas être clairement rappelé. De retour chez elle une semaine plus tard, elle consulta des images satellites de la zone en ligne, zoomant sur les coordonnées que son journal GPS indiquait pour cette section du sentier. Elle trouva le ruisseau, les courbes de la ligne de crête, la cicatrice pâle de l'ancienne route de bûcheronnage. Elle ne trouva pas le chalet. Il y avait, cependant, une chose qui lui donna la chair de poule dans l'image de 2 ans plus tôt, lorsqu'elle la compara à celle de l'année dernière. Une petite tache d'ombre plus dense apparaissait exactement là où elle se souvenait avoir quitté le sentier. Pas une structure, pas une forme claire, juste une traînée plus sombre parmi les arbres qui n'étaient pas là avant. Elle ferma l'ordinateur portable et ne fit plus jamais cette boucle de randonnée. Lorsque des amis lui demandèrent pourquoi elle ne leur avait jamais parlé des dessins ou du croquis inachevé de son propre visage, elle ne mentionna pas le sentiment d'avoir été mesurée, d'avoir ses angles et ses mouvements enregistrés par quelqu'un, ou quelque chose dont elle n'avait jamais réellement vu la présence. Elle se contenta de dire qu'il y avait d'autres sentiers qu'elle voulait essayer. Et parfois, lorsqu'elle s'oubliait et laissait son esprit vagabonder en marchant seule dans d'autres forêts, elle apercevait un mouvement furtif dans les branches ou la sensation Dieu l'étudiant de loin. Et elle accélérait le pas, se répétant sans cesse la même chose. Reste sur le sentier. Ne regarde pas trop attentivement ce qui observe depuis juste au-delà de la lisière. Blake aimait dire aux gens que la pêche de nuit était paisible. En vérité, il aimait que cela le fasse un peu peur. Il y avait quelque chose à reculer son vieux camion sur une route d'accès étroite, jusqu'à ce que la forêt engloutisse la dernière lueur de l'autoroute, à couper le moteur, et à descendre dans une obscurité qui semblait plus ancienne que tout ce que l'homme avait construit. Le lac qu'il fréquentait se trouvait au bout d'une impasse. Un élargissement d'eau noire encerclé de pins qui se penchait comme une foule observant. Pas de bateau, pas de maison,
juste un virage en terre battue et un sentier à peine visible menant à la rive rocheuse. Il l'avait trouvé sur une carte des années plus tôt, puis en personne un après-midi tardif. Et c'était devenu son rituel privé. Travailler toute la semaine, puis se récompenser avec un vendredi soir là-bas, seul. Quelques cannes à pêche, une glacière, une lanterne, peut-être quelques heures de calme pour rincer le bruit de la ville de sa tête. Cette nuit-là, l'air avait cette morsure nette qui vient au début de l'automne. Frais, mais pas encore cruel. Les étoiles commençaient déjà à percer le ciel lorsqu'il éteignit ses phares et laissa ses yeux s'adapter. La lisière des arbres de l'autre côté du lac se découpait en une ombre dentelée contre une bande de ciel plus clair. Les criquets chantaient. Quelque chose éclaboussa dans l'eau sombre, probablement un poisson chassant des insectes à la surface. Il attrapa son équipement dans le lit du camion, verrouilla les portes plus par habitude que par nécessité, et suivit le sentier étroit menant à la rive. Le lac s'ouvrit devant lui, une grande dalle plate de verre noir. Il posa sa boîte à pêche sur un rocher plat, installa 2 cannes et des fourches, et alluma sa lanterne, baissant la flamme pour qu'elle projette juste assez de lumière pour travailler sans gâcher sa vision nocturne. Pendant la première heure, rien d'étrange ne se produisit. Il appâta les hameçons, lança, remonta. La ligne faisait ce sifflement doux qu'il aimait lorsqu'elle fendait l'air. Le halo de la lanterne découpait un petit cercle de sécurité doré autour de lui. Au-delà, le monde n'était que texture et suggestion. La silhouette plus sombre des arbres, la bande plus claire du ciel, le faible éclat argenté lorsqu'une petite vague attrapait la lumière des étoiles. Il se détendit dans le rythme familier, ses épaules se relâchant à chaque récupération lente. Cela commença comme un sentiment avant de devenir un son. Au début, il remarqua simplement que son attention était constamment attirée par la lisière des arbres derrière lui, de la même manière que son esprit s'accrochait parfois à un nom à moitié oublié. Il lançait, attendait, puis se retrouvait à jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, certain que quelque chose dans l'obscurité là-bas avait changé. Chaque fois, il ne voyait que des troncs et des branches empilées en couches, le sol de la forêt caché dans l'ombre. Il se dit que ce n'était rien. Les nerfs de tout le monde jouaient des tours dans le noir. Puis il entendit les pas. Ils venaient des bois, pas de la rive. Une marche mesurée et régulière qui restait juste hors de portée de la lumière de sa lanterne. Pas le trottinement frénétique d'un raton laveur ou le saut irrégulier d'un cerf se faufilant. Ces pas avaient du poids. Chacun se terminait par un grincement sourd, comme si quelque chose de lourd roulait ou déplaçait des pierres sous les pieds. Blake se figea, la main sur le moulinet. Les pas s'adaptèrent à son immobilité. Pendant un moment, le seul son fut le petit sifflement de la lanterne et le doux clapotis de l'eau contre les rochers. Il avala sa salive, la gorge sèche, et se força à se retourner lentement vers les arbres. « Y à quelqu'un » appela-t-il. Sa voix sonna plus fine qu'il ne l'avait voulu. Pas de réponse. Les pas ne reprirent pas. La forêt resta indifférente, un mur dentelé de noir. Il attendit encore 30 secondes, puis se retourna vers ses lignes. La partie rationnelle de son esprit assembla des explications toutes faites. Un cerf, un ours, peut-être un autre pêcheur arrivant en retard de l'autre côté de la route d'accès. Le son faisait des choses étranges autour de l'eau. Il le savait. Il appâta à nouveau l'un des hameçons avec des mains plus stables qu'il ne se sentait et lança, regardant l'arc de la ligne avant qu'il ne disparaisse dans l'obscurité. Les pas recommencèrent exactement 12 secondes plus tard. Cette fois, il n'y avait aucun doute sur le rythme. Un pas, une pause, un autre, la même pause. La cadence d'un bipède, pas d'un animal à 4 pattes. Ce qui lui donna la chair de poule n'était pas seulement la direction, mais la manière dont le son suivait ses propres mouvements. Lorsqu'il déplaçait un pied sur les rochers, il y avait un déplacement depuis la lisière une seconde plus tard. Lorsqu'il se racla la gorge, le pas suivant arriva juste après, comme un écho qui avait appris à l'anticiper. Il augmenta un peu la lanterne et se leva, époussetant ses paumes sur son jean. « Très bien, dit-il plus fort cette fois. Si quelqu'un me fait une blague, vous m'avez eu. La blague est terminée. » Silence. Les poils de ses bras se hérissèrent. Il posa la lanterne sur un rocher plus haut pour lui donner plus de portée et attrapa sa lampe torche dans sa boîte à pêche. Le faisceau traversa l'obscurité en un cône blanc dur. Il le balaya d'avant en arrière le long de la lisière des arbres. Des troncs, des branches, des fougères. Rien ne bougea. Aucun reflet d'yeux ne lui fut renvoyé comme le faisaient parfois ceux des cerfs. Il allait baisser la lumière lorsqu'une chose à la lisière du faisceau bougea. C'était haut, peut-être à 2 mètres du sol, coincé entre les troncs. Au début, il crut que ce n'était qu'une branche oscillant, mais le vent était tombé à presque rien. La forme se détacha lentement de l'ombre plus profonde derrière elle, se résolvant en une silhouette haute et étroite pressée contre les arbres. Ce n'était pas tout à fait humain. Les proportions étaient fausses. Les membres semblaient trop longs.
Les articulations n'étaient pas là où son cerveau les attendait. Qu'importe ce que c'était, il était accroupi au début, 4 membres, les bras pliés contre l'écorce. Puis, d'un mouvement fluide et incorrect, il se redressa jusqu'à dominer les broussailles, le sommet de sa tête frôlant presque les branches les plus basses. Le faisceau de la lampe torche vacilla alors que sa main tremblait, mais il le garda braqué sur la chose. 2 points de réflexion brillèrent dans la lumière comme des yeux d'animal. Ils étaient un peu trop espacés et un peu trop hauts, luisant d'un éclat pâle et vitreux qui lui retourna l'estomac. Pendant un long et terrible moment, aucun d'eux ne bougea. Puis la créature fit un pas en avant. Le mouvement était silencieux malgré la taille de la chose. Elle ne trébucha pas, ne vacilla pas. Elle se contenta de déplacer son poids d'une manière qui semblait couler à travers tout le corps, comme de l'eau versée dans une nouvelle forme. Ses jambes se pliaient mal. Pas cassées, juste articulées différemment. Un angle supplémentaire là où il ne devrait pas y en avoir un, là où ses mains auraient dû être. Le faisceau attrapa de longues formes semblables à des doigts s'étalant une fois contre le tronc d'un pin, laissant des traînées sur l'écorce comme des traces humides. La voce de Blake devint sece. Il réalisa d'Istam qu'il avait commencé à reculer, ses bottes grattant les rochers. L'eau était maintenant à ses talons, froide traversant les semelles. Il s'arrêta. Se retourner et courir sur des pierres meubles dans le noir avec un lac dans son dos était un bon moyen de se casser le cou. Il resserra sa prise sur la lampe torche et la braqua directement sur le visage de la créature. S'il en avait un, le faisceau effaçait les détails, mais il en vit assez. La peau, si c'en était, semblait pâle sous la lumière crue, trop lisse, tendue sur une charpente qui ne s'engageait pas tout à fait à être humaine ou bestiale. Les points réfléchissants qui servaient Dieu se rétrécirent légèrement, de la manière dont les pupilles pourraient se contracter. Il n'y avait pas de bouche visible, du moins qu'il puisse voir, mais l'air entre eux semblait peser contre lui, épais et lourd, comme si quelque chose exhalait sans bruit. « Dégagez d'ici !» hurla-t-il, les mots jaillissant de lui plus comme un réflexe qu'un ordre. « Allez-y !» La créature inclina la tête, un mouvement lent et réfléchissant. Puis elle fit un pas de côté, non pas en reculant, mais en se déplaçant le long de la lisière des arbres. Les pas qu'il avait entendus plus tôt étaient à nouveau faibles maintenant, presque perdus sous le sang battant dans ses oreilles. Elle marchait, et la distance entre eux restait à peu près la même. Chaque fois qu'il se déplaçait le long de la rive pour ajuster son angle, elle l'imitait comme un reflet dans un miroir déformé. Elle le suivait. Il balaya le faisceau plus largement, espérant à moitié voir de la fourrure ou des bois, un détail qui ramènerait la scène dans le domaine de la faune explicable. La lumière n'attrapa que ses longs membres, les angles incorrects des articulations. Le plan lisse et sans couleur de la partie supérieure de son corps. La lanterne derrière lui vacilla. Le soudain assombrissement lui fit un sursaut au cœur. Il se retourna à moitié, le faisceau de la lampe torche s'agitant sur les arbres, et vit la flamme à l'intérieur de la cheminée de verre vaciller comme si un fort vent l'avait frappé. Mais l'air contre son visage était calme. Il tendit la main vers la lanterne, bougeant instinctivement pour la protéger. Et dans cette fraction de seconde, les pas s'arrêtèrent. Le silence qui tomba était total et attentif. Il se retourna vers la lisière des arbres, vide. L'espace où la créature s'était tenue n'était plus que de l'obscurité maintenant. Des troncs et des branches en couches. Le faisceau de sa lampe torche sondait chaque espace, transperçait les broussailles, grimpait sur l'écorce rugueuse, rien. Pas de membre pâle, pas de reflet d'yeux, pas de signe que quoi que ce soit de plus grand qu'un cerf ait jamais été là. Son pouls tonnait dans ses oreilles. Une partie de lui voulait désespérément croire qu'il avait imaginé toute l'expérience, les nerfs créant des monstres à partir des ombres. Mais lorsqu'il baissa la lumière vers le bord des arbres, il vit le sol. La terre y était molle à cause de la pluie récente. Une bande sombre entre la dernière ligne de rochers et le premier tapis d'aiguilles. La traversant, aussi claire que si elle avait été pressée dans du ciment humide, se trouvaient des empreintes. Elles étaient trop longues pour être humaines, mais trop étroites pour n'importe quel ours qui l'ait jamais vu. Chacune avait un talon distinct et un étalement là où les orteils auraient pu être, mais à des angles incorrects avec des impressions là où une articulation supplémentaire ne devrait pas être. Elle suivait la lisière des arbres en un arc lâche qui reflétait son chemin le long de la rive, puis disparaissait là où les broussailles s'épaississaient. Sa peau se hérissa. Agissant en pilote automatique, Blake remonta les 2 lignes, ne se souciant pas que l'une ait encore de l'appât. Il plia ses cannes avec des mains maladroites et les fourra dans leur étui. La flamme de la lanterne lui résista, s'embrasant une fois plus fort, comme en protestation avant qu'il ne tourne le bouton et ne l'éteigne. L'obscurité tomba en un instant, soulagée seulement par les étoiles minces et le faisceau tremblant de sa lampe torche. La montée jusqu'au camion lui sembla 3 fois plus longue que lors de la descente. Tous les quelques pas, il s'arrêtait et écoutait. La forêt derrière lui semblait retenir son souffle. Une fois,
il entendit un doux bruit de glissement sur sa droite, comme quelque chose frottant contre l'écorce. Il ne se retourna pas pour regarder. Il se concentra sur la prochaine portion de chemin, puis sur la suivante, jusqu'à ce que la masse sombre de son camion se matérialise hors des arbres. Il tâtonna avec les clés, ouvrit la porte et se glissa derrière le volant. Pendant un moment, il resta simplement assis là, une main toujours agrippant la lampe torche, l'autre tremblant sur le contact. La cabine sentait la poussière, l'appât et le café. Des choses normales, humaines. Lorsqu'il tourna enfin la clé, le moteur rugit si fort qu'il sursauta. Il ne jeta pas un dernier regard au lac. Il mit le camion en marche et conduisit, les pneus crachant du gravier, puis vrombissant lorsqu'ils atteignirent le bitume de la route de comté étroite. Ce n'est que lorsque les arbres s'éclaircirent et que les premières piqûres des lumières de la ville apparurent à l'horizon qu'il se permit de desserrer les mâchoires. Il ne parla de ce qu'il avait vu à personne pendant des mois, jusqu'à ce qu'il le raconte dans un bar, lorsque le souvenir eut assez cicatrisé pour en parler. Un ancien garde-chasse à la retraite écouta sans l'interrompre, les yeux légèrement plissés. Lorsque Blake eut terminé, l'homme but une gorgée de sa bière, puis dit « Il y a des endroits où on nous dit de ne pas camper. Pas officiellement, pas sur les cartes, juste entre nous. D'anciennes notes qui se transmettent, des endroits où les grands animaux ne vont pas et où les petits se taisent. Ce lac à toi est sur l'une de ces listes. » Blake n'y retourna pas. Parfois, tard le soir, lorsqu'il était allongé dans son lit et qu'un phare de camion glissait sur son plafond, il se surprenait à retenir son souffle, se souvenant de la manière dont ses yeux avaient reflété son faisceau, se souvenant de la manière dont la créature avait imité ses pas exactement, comme si l'obscurité elle-même s'était levée et avait décidé de marcher à ses côtés. Et il savait que là-bas, le long de certaines étendues de rivages oubliés, il y avait des endroits où être seul ne signifiait pas être inobservé. Piper avait oublié à quel point sa ville natale pouvait être silencieuse la nuit. Elle avait passé la dernière décennie dans des villes où les sirènes, la circulation et les disputes nocturnes formaient la bande-son qui ne s'éteignait jamais. Revenir pour une semaine aider sa mère, après une petite chirurgie, lui donnait l'impression de pénétrer dans une scène en pause. Les rues se vidaient après la tombée de la nuit. Le plus proche magasin ouvert 24h/24 se trouvait à 2 villes de là. Et au-delà de la dernière rangée de maisons, les collines s'élevaient dans la même épaisse ceinture de bois dont elle avait entendu parler toute son enfance. Pin Hollow, comme l'appelaient les gens. Le genre de nom qui semblait inoffensif jusqu'à ce que l'on apprenne le reste. Le deuxième soir après son retour, une fois la vaisselle du dîner faite et sa mère endormie devant la télévision, Piper se retrouva debout sur le porche arrière, fixant la ligne noire des arbres au bord de la cour. Les criquets chantaient. Un chien solitaire aboya quelque part dans la rue. L'air sentait l'herbe coupée et la fumée de bois lointaine. Sans vraiment y réfléchir, elle rentra, attrapa une veste légère et une petite lampe torche, et sortit par la porte latérale, suivant l'ancien sentier de terre qui menait vers les bois. Sa mère aurait dit quelque chose si elle l'avait vu. Quelque chose comme « pas après la tombée de la nuit ». Et tu sais ce qu'on dit, mais Piper avait 30 ans maintenant, pas 13. Et la légende qu'elle avait avalée toute crue enfant lui semblait maintenant juste cela, des histoires. Pourtant, alors que la dernière lumière de la cour s'éteignait derrière elle et que les arbres se refermaient, elle ne pouvait s'empêcher d'entendre la voix de son grand-père dans sa tête. « Tu peux marcher sur les sentiers de Hollow en plein jour, » disait-il. « Très bien. Mais si tu entends siffler après la tombée de la nuit, ne réponds pas. Et surtout, ne suis pas. » À l'époque, cela l'avait fasciné. L'idée d'un endroit si hanté par son propre mythe qu'il avait ses propres règles. Le siffleur de Hollow Creek, tout le monde l'appelait ainsi. Une vieille histoire à propos de quelque chose qui vivait le long du ruisseau étroit qui traversait les bois, imitant des airs familiers pour attirer les gens hors de la sécurité du sentier. Parfois, il sifflait votre chanson préférée. Parfois, il sifflait une berceuse que votre grand-mère avait l'habitude de fredonner. Si vous quittiez le chemin pour le trouver, vous ne reveniez jamais le même, ou pas du tout. Les enfants le racontaient lors des soirées pyjama. Les adolescents l'exagéraient pour se faire peur lors des feux de camp. Les adultes secouaient la tête et disaient que ce n'était qu'un moyen d'empêcher les enfants de s'aventurer trop loin seuls. Piper suivit maintenant le chemin familier plus par nostalgie que par autre chose. Le sentier de terre étroit émergeait du dernier enchevêtrement de jardin, traversait une clôture de fils de fer affaissés et devenait un véritable sentier sous les arbres. La canopée ici était haute et dense. Le ciel réduit à une bande déchiquetée de bleu foncé au-dessus. L'air se refroidit notablement, portant l'odeur terreuse de la terre humide et des feuilles mortes. Elle marcha jusqu'à ce que les sons de la ville s'estompent complètement, remplacés par l'accompagnement régulier des insectes et le murmure constant de l'eau sur les pierres. Hollow Creek. Le sentier le longeait sur un bon kilomètre, parfois s'en approchant à quelques mètres, parfois grimpant un peu au-dessus.
La première fois qu'elle entendit le sifflement, elle se tenait sur un petit pont de bois, regardant le ruisseau glisser sous ses pieds. C'était faible au début, si doux qu'elle crut que ce pouvait être un appel d'oiseau se superposant à un autre son. 3 notes montant et descendant, selon un motif qui lui serra le cœur d'une étrange reconnaissance. Elle fronça les sourcils et inclina la tête, écoutant. Les notes revinrent, plus claires cette fois, basses et lentes. Chacune tenue juste un peu trop longtemps. Elle connaissait cet air. Il lui fallut un moment pour le situer. Et quand elle y parvint, sa bouche devint sèche. C'était la petite mélodie que son grand-père sifflait lorsqu'il l'emmenait sur ce même sentier. Une simple montée et descente de 4 notes. Pas de vraie chanson derrière. Juste quelque chose qu'il faisait pour remplir l'air lorsqu'il marchait dans un silence confortable. Personne d'autre ne connaissait cet air. Pas comme ça. Piper descendit du pont presque avant de réaliser qu'elle avait bougé, ses bottes écrasant le gravier. « Bonjour », appela-t-elle, dirigeant le faisceau de sa lampe torche vers les arbres. « Y a-t-il quelqu'un » La lumière découpait des tunnels étroits à travers les broussailles, s'accrochant aux troncs et aux branches basses, faisant danser les ombres. Le sifflement cessa. La seule réponse fut le murmure du ruisseau et le cri soudain d'un criquet effrayé près de ses pieds. Elle expira, forçant un rire. « Très drôle », dit-elle au bois vide. Probablement un gamin sur TikTok avec un haut-parleur. Elle se retourna pour revenir vers le sentier. Le sifflement s'éleva à nouveau de sa gauche, juste au-delà de la portée de sa lumière. Les mêmes 4 notes, le même rythme. Sauf que cette fois, à mi-chemin, il se transforma en autre chose. Une berceuse que sa mère lui chantait lorsqu'elle était jeune et fiévreuse. Celle qui se terminait toujours sur une phrase inachevée. Ainsi, vous deviez fredonner la suite vous-même. Sa peau se hérissa. Peu importe qui tu es vraiment engagé, appela-t-elle, essayant de garder sa voix légère. Sérieusement, ce n'est pas drôle. Un mouvement attira son regard à la périphérie de sa vision. Juste une tache plus sombre dans l'obscurité, là et disparut. Lorsqu'elle braqua sa lampe torche vers elle, le faisceau n'attrapa qu'un enchevêtrement de branches et le pâle reflet du ruisseau à travers les arbres. La chose sensée aurait été de faire demi-tour, de rentrer chez elle, de blâmer un voisin, des oiseaux, sa propre mémoire comblant les lacunes. Mais la combinaison d'inquiétude et d'entêtement la tira un pas hors du sentier, puis un autre. Elle se dit qu'elle allait juste jeter un rapide coup d'œil, prouver que c'était un adolescent faisant une farce, et alors elle pourrait en rire. Le sol changea sous ses pieds, plus mou, plus traître, les racines s'entortillant juste sous la litière de feuilles comme des serpents. La voix du ruisseau devint plus forte alors qu'elle se dirigeait vers lui, l'eau gloussant sur les pierres. Le faisceau de sa lampe torche dansa, éclairant des tranches de roches humides, des plaques de mousse, des champignons pâles comme des fantômes. Le sifflement revint, plus loin maintenant. L'air de son grand-père pendant 2 mesures. La berceuse de sa mère pendant 3, puis une 3e chose sans mélodie du tout, juste des notes perçantes et soutenues qui se faufilaient entre les arbres comme du fil de fer. « D'accord, j'ai compris, dit-elle, l'haleine plus courte. Maintenant, tu as écouté aux fenêtres. » L'idée que quelqu'un ait été assez proche de sa maison d'enfance pour entendre ses sons privés pesait lourd dans son estomac. Il était plus facile d'être en colère que d'avoir peur. Elle se fraya un chemin à travers un bosquet de jeunes arbres et se retrouva sur la bande étroite de berges boueuses à côté du ruisseau. L'eau ici n'était profonde que jusqu'aux genoux au plus, assez claire pour qu'elle puisse voir les pierres arrondies au fond. Le faisceau de sa lampe torche glissa sur la surface, éclairant de petits tourbillons et des remous. Sur la rive opposée, les arbres se penchaient plus densément, leurs reflets déformés par le courant. Elle se retourna lentement, balayant la lumière en un cercle complet. « Assez, dit-elle. Sors ou arrête. » Silence. Puis, directement derrière elle, à quelques centimètres de son oreille droite, le sifflement commença à nouveau. Le son était si soudain et si proche que tout son corps sursauta. Elle se retourna, le cœur battant contre ses côtes, le faisceau traversant l'air vide. Personne ne se tenait là. Personne n'aurait pu s'éloigner si rapidement sans éclabousser ou casser une branche. Mais les notes restaient dans l'air, résonnant faiblement sur l'eau, indéniables. « Grand-père » murmura-t-elle avant de pouvoir s'arrêter. Ridicule et cru. « Est-ce toi » Le sifflement s'arrêta à mi-note. Pendant un battement de cœur, les bois retinrent leur souffle avec elle. Puis, de quelque part de l'autre côté du ruisseau, plus profond dans l'enchevêtrement des arbres, un nouveau son s'échappa. Sa propre voix, ou quelque chose l'utilisant, fredonnant le dernier couplet de la berceuse de sa mère sur une tonalité presque juste, mais un peu trop lente, un peu trop soignée. Piper sentit ses genoux flageoler. Elle fit un pas en arrière et son talon glissa dans la boue. Elle agita un bras pour éviter de tomber dans le ruisseau, se rattrapa et força sa respiration à ralentir. Tout cela était faux.
La proximité du sifflement. La manière dont il passait entre des mélodies privées, comme quelqu'un changeant de station de radio. Tu entends siffler après la tombée de la nuit. Ne réponds pas. Elle avait déjà enfreint cette règle. D'accord, dit-elle d'une voix rauque, plus à elle-même qu'à ce qui pouvait écouter. Tu as fait ton point. Elle se tourna vers l'endroit où elle savait que le sentier devait être et commença à marcher. Le faisceau de la lampe torche dirigeait vers le sol pour ne pas trébucher. Après quelques pas, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus entendre le ruisseau aussi clairement. Le son était là, mais étouffé, comme s'il était derrière un mur. Les arbres semblaient plus proches les uns des autres qu'une minute plus tôt, les branches accrochant les manches de sa veste. Elle s'arrêta et tourna lentement sur elle-même. Le chemin qu'elle venait de prendre depuis la berge avait disparu. Aucune ligne claire de feuilles dérangées, aucune branche cassée. Juste le même motif répétitif de troncs d'arbres s'estompant dans le noir. Une panique froide et fine se faufila dans sa poitrine. « Ne fais pas ça, dit-elle au bois. Ne le fais pas. » De quelque part sur sa droite, très doucement, le sifflement commença à nouveau. Cette fois, ce n'était aucun air qu'elle reconnaissait. Les notes montaient et descendaient selon un motif qui semblait s'enrouler sur lui-même, des phrases en boucle qui ne se résolvaient jamais. Ce qui la dérangeait le plus était à quel point cela restait proche, ne se rapprochant ni ne s'éloignant jamais, se contentant de tourner en orbite. Peu importe comment elle se retournait, cela semblait planer à la limite de son ouïe, juste au-delà du faisceau de la lampe torche. Cela voulait qu'elle suive le son, pas les repères. Elle ferma les yeux. La voix de son grand-père lui revint aussi clairement que s'il se tenait à côté d'elle. « Si tu te perds là-bas, ne fais pas confiance à tes oreilles. Fais confiance à ce que tu sais. Fais confiance au sol, à la pente, aux étoiles. » Elle se força à réfléchir. Elle avait quitté le pont et était allée à gauche vers le sifflement. Le ruisseau était à sa droite lorsqu'elle avait atteint la berge. Pour revenir au sentier, elle avait besoin que l'eau soit à nouveau à sa droite, puis en monter jusqu'à ce qu'elle atteigne le chemin de terre compacté. Elle ouvrit les yeux, éteignit la lampe torche pendant un moment, et laissa l'obscurité s'installer. C'était pire sans le faisceau, mais après quelques secondes, elle put distinguer la faible suggestion de ciel ouvert dans une direction, légèrement plus claire, légèrement moins encombrée de branches. Le murmure du ruisseau venait aussi plus fort de ce côté-là. Bien que le sifflement essayait de s'entrelacer autour du son. « Belle tentative », murmura-t-elle et se tourna vers l'eau, pas les notes. Les minutes suivantes s'étirèrent. Elle marcha lentement, une main effleurant les troncs d'arbres pour garder son sens de la direction, l'autre serrant la lampe torche qu'elle n'avait pas encore rallumée. Le sifflement montait et descendait, parfois glissant dans des bribes de mélodies familières à nouveau. Le thème de son dessin animé préféré d'enfance. L'hymne que sa mère jouait aux enterrements. Même le stupide petit carillon à 2 notes que son ancien téléphone faisait lorsqu'elle recevait un SMS. Chaque fois, elle repoussait la reconnaissance, la traitait comme un parasite. Finalement, le sol commença à s'incliner. Les racines laissèrent place à des pierres humides. Le murmure du ruisseau enfla jusqu'à ce qu'elle puisse sentir plus qu'entendre la vibration de l'eau en mouvement. Elle ralluma la lampe torche. Le faisceau frappa le ruisseau à moins de 3 mètres devant elle. Le même tronçon d'eau où elle s'était tenue plus tôt, ou un trait similaire. Sur la rive opposée, les arbres se dressaient, les reflets ondulants. Pendant une seconde, entre un clignement et le suivant, elle crut voir une forme là-bas. Pas une personne, pas un animal. Juste une obscurité plus dense avec une suggestion d'épaule, une inclinaison là où une tête pourrait être. Puis la lumière n'attrapa que des branches. Le sifflement cessa. Un silence électrique s'abattit sur les bois. Sa propre respiration sonnait dure. Lentement, elle fit pivoter le faisceau le long de la berge jusqu'à ce qu'il frappe le petit pont de bois qu'elle avait quitté. Les lattes étroites semblaient presque fragiles avec le soulagement qui y était attaché. Elle grimpa à nouveau sur le sentier et ne regarda pas en arrière. Ce ne fut que lorsque les premières lumières de cour apparurent à travers les espaces entre les arbres et que la maison de sa mère se dessina au bout du chemin familier que le sifflement recommença, très faible maintenant. Quelques notes portées par la brise depuis le haut de la vallée. Cette fois, cependant, il n'essaya pas de ressembler à quoi que ce soit qu'elle reconnaissait. Cela sonnait, réalisa Piper avec un frisson qui s'installa profondément dans ses os, déçu. Elle n'en parla pas à sa mère. Lorsque la femme plus âgée lui demanda comment s'était passée sa promenade, elle se contenta de dire « plus calme que je ne m'en souvenais ». Et en resta là. Plus tard, seule dans sa chambre d'enfance, elle resta éveillée à écouter les sons lointains de la ville la nuit. Un réfrigérateur bourdonnant, une voiture passant de temps en temps. Quelque part, un chien aboya une fois puis se tut. Dans le fin espace où la fenêtre ne rencontrait pas tout à fait le cadre, le vent trouva un chemin et fit un doux bruit sifflant. De temps en temps, par accident,
Cela ressemblait presque au début d'une mélodie. Piper se retourna, tira la couverture jusqu'à ses oreilles, et se rappela que les règles dans les histoires existaient pour une raison. La prochaine fois, elle ne ferait pas même un pas hors du sentier. Jadon avait lu suffisamment de récits de sentiers pour savoir que les histoires les plus effrayantes ne commençaient pas par du sang ou des cris. Elles commençaient par quelque chose qui ne collait pas. Il était au 3e jour d'une randonnée en solo sur un sentier de longue distance qui serpentait à travers 2 États. Un fil mince de terre et de rochers damés qui traversait une forêt nationale, des servitudes de passage sur des terres privées et d'anciennes zones de bûcheronnage. Au moment où il atteignit le kilomètre 17, ses épaules s'étaient habituées à la douleur constante de porter un sac chargé, et ses pensées s'étaient réduites à une simple mathématique. Source d'eau, lumière du jour restante, kilomètres jusqu'au prochain camping désigné. Le guide indiquait un site établi non loin de là. Un sol plat, un cercle de feu, un arbre pour accrocher sa nourriture. Un bon endroit pour s'arrêter avant que le sentier ne monte vers des crêtes plus hautes et plus rocheuses. La lumière de fin d'après-midi traversait les arbres en bande chaude. Les geais criaillaient quelque part en amont. L'air sentait le pin et la légère odeur minérale de l'eau lointaine. Il faillit manquer le sentier secondaire. Ce n'était qu'une trace faible menant à droite, marquée par une petite boîte en métal et un pieu en bois usé avec le numéro 17 peint à la main. Il vérifia la carte. C'était bien ça. Le camping officiel était à une courte marche du sentier principal, invisible depuis celui-ci pour éviter que les choses ne deviennent trop encombrées. Jadon suivit le sentier secondaire, ses bottes écrasant les feuilles mortes, l'esprit déjà occupé par la routine. Poser le sac, monter la tente, filtrer l'eau, cuisiner quelque chose de salé et de chaud. Il passa à travers un écran de jeunes sapins et entra dans la clairière. Il y avait 2 sites de camping ici. L'un était clairement le site officiel. Un cercle de pierres noircies marquait un foyer. 2 bûches avaient été traînées en une tentative grossière de siège. Une étiquette métallique clouée à un arbre voisin portait le logo de l'association du sentier. L'autre site se trouvait à environ 20 mètres, en miroir de la lisière des arbres. À première vue, il semblait occupé. Une tente y était dressée, en forme de dôme, avec une bâche de pluie, les fermetures éclair fermées. Un tapis de sol en mousse était à moitié roulé à côté. Un petit réchaud, du genre qui se visse sur une cartouche de carburant, était posé sur un rocher plat avec une casserole noircie à côté. Une paire de chaussures de trail et une paire de sandales de camping étaient soigneusement disposées devant l'entrée de la tente. Un sac de filtration d'eau pendait à une branche basse, à moitié plein. Les sacs de nourriture étaient correctement attachés dans un accrochage à l'air libre, hissés au entre 2 troncs. Mais il n'y avait pas de personne. Et, appela Jadon, levant la main automatiquement. « Bonjour. » Pas de réponse. Il attendit, écoutant le son de quelqu'un bougeant dans les arbres. Rien. Les bois entourant la clairière faisaient leur changement de quart de soirée habituel. Les oiseaux se calmaient, les insectes s'accordaient. La tente et l'équipement se trouvaient au milieu comme une photo figée. Faisant attention de ne pas empiéter sur l'espace de l'autre randonneur, il fit le tour du site de camping principal et posa son propre sac. Il se dit que ce n'était pas si étrange. Peut-être qu'ils étaient partis creuser un trou de chat. Peut-être qu'ils étaient allés au ruisseau pour de l'eau. Peut-être qu'ils étaient sociables. Peut-être qu'ils ne l'étaient pas. L'étiquette était simple. Donner de l'espace à moins d'être invité. Il avait sa tente à moitié montée lorsqu'il réalisa combien de temps cela avait pris. Il vérifia sa montre. Il était là depuis presque 40 minutes, assez longtemps pour planter son abri, tendre une petite corde à linge et creuser son propre trou de chat. Il s'arrêta, les piquets à la main, et écouta à nouveau. Aucun pas, aucun zip de tente qui s'ouvre ou se ferme, aucune toux, aucun juron étouffé alors que quelqu'un luttait avec un réchaud. L'inquiétude, qui avait été un bourdonnement, en arrière-plan monta d'un cran. Jadon s'approcha de l'autre site, s'arrêtant à quelques mètres du bord. Il appela à nouveau, plus fort cette fois. « Et, tout va bien ? Je veux juste m'assurer que je ne vous encombre pas. » Silence. La tente ne bougea pas. Le tissu ne frémit même pas. Il n'y avait presque pas de vent. Il pouvait voir à travers les courbes tendues du matériau la forme d'un sac de couchage à l'intérieur et ce qui semblait être un petit sac de rangement servant d'oreiller. Tout était disposé comme si quelqu'un venait de s'éloigner et serait de retour dans un instant. Ses yeux tombèrent sur les chaussures près de la porte. Elles étaient sèches, les lacets desserrés, les languettes tirées vers l'avant pour aérer. Les sandales de camping étaient du genre bon marché en mousse, les orteils pointant directement vers la tente, côte à côte. Il y avait quelque chose dans la propreté de cela qui fit dresser les poils de ses bras. Il se racla la gorge, puis se força à faire un large cercle, restant hors de portée des fermetures éclairs de la tente, et étudia le sol. Aucune trace évidente ne s'éloignait,
Juste les impressions brouillées de quelqu'un ayant marché autour du site plus tôt. Aucune branche cassée, aucun signe de lutte, pas de sang. Peut-être qu'ils sont retournés sur le sentier, murmura-t-il pour lui-même, bien qu'il savait qu'il les aurait vus ou entendus. Il revint à son propre site de camping, sortit sa carte et son guide, et chercha des notes sur d'autres sources d'eau ou sentiers secondaires. Rien. Cette clairière et le sentier lui-même étaient les seules caractéristiques notées sur plusieurs kilomètres. Alors que le soleil glissait plus bas, transformant l'espace entre les arbres en bandes d'orange puis de gris, la tente vide de l'autre côté de la clairière commença à ressembler moins à la maison d'un compagnon de voyage et plus à un point d'interrogation. Lorsque la nuit tomba complètement, Jadon s'assit sur une bûche près de son foyer non allumé, la lampe frontale éteinte, laissant ses yeux s'adapter à la nuit. Les étoiles perçaient entre les branches au-dessus. La température chuta suffisamment pour qu'il puisse voir son souffle. Les criquets et les grenouilles prirent le relais du paysage sonore. Il avait pensé à continuer, à pousser encore quelques kilomètres. Mais le prochain terrain plat était loin et la randonnée nocturne à travers un terrain inconnu seul faisait sonner ses propres alarmes. Demain, se dit-il, je vais interpeller le premier rangé que je verrai, ou le prochain groupe, demander si quelqu'un sait à qui appartient ce camp. Pour calmer ses nerfs, il se raconta une histoire. Le propriétaire de l'autre tente était parti à l'aube ce matin-là. Trop tôt pour qu'il croise son chemin. Ils avaient simplement laissé leur installation pour une nuit en ville et seraient de retour demain pour plier le camp. Ce n'était pas strictement autorisé, mais les gens le faisaient. Il répéta ce récit jusqu'à ce qu'il y croie presque. Il était à moitié dans son sac de couchage, la fermeture éclair se fermant contre le froid rampant, lorsqu'il entendit les pas. D'abord doux, si faibles qu'il crut que ce n'était que le vent jouant avec les branches, mais ils devinrent plus clairs. Craquement, pause, craquement, se déplaçant le long du sentier secondaire vers la clairière. Une allure humaine, ni pressée ni trébuchante, juste le rythme régulier de quelqu'un revenant au camp après une promenade du soir. Le soulagement le submergea si fortement qu'il en fut étourdi. Il entr'ouvrit sa tente et sortit la tête, prêt à lancer un salut. La clairière au-delà était vide. Les pas, cependant, continuèrent, audibles maintenant à la lisière de l'espace ouvert. Ils firent un tour autour du périmètre, écrasant les feuilles mortes et contournant le cercle de feu avant de se diriger vers le site de camping éloigné. Jadon retint son souffle. Rien ne bougea. La tente de l'étranger se tenait comme avant, une bosse pâle contre le fond sombre des arbres. Les chaussures près de la porte n'avaient pas changé de place. Les sacs de nourriture suspendus oscillaient un peu dans une brise faible qu'il ne pouvait pas sentir, mais aucune nouvelle ombre ne rejoignit les autres. Les pas firent un autre circuit lent, cette fois plus proche. Il réalisa avec une terreur rampante que le son ne rebondissait pas au hasard. Il traçait une boucle qui englobait les deux sites. Le chemin croisant quelque part entre sa tente et celle, vide. Chaque fois que le marcheur invisible passait entre eux, le craquement des feuilles venait de quelques mètres seulement. Il était en train de mesurer la distance entre les deux tentes. « Bonjour », appela-t-il, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître calme. « Vous allez bien là-bas » Les pas s'arrêtèrent net. Le silence qui suivit était épais et immédiat, appuyant contre ses tympans. Même les insectes semblaient baisser le volume, comme si toute la forêt se penchait pour écouter. « Désolé », ajouta-t-il rapidement, comme s'il avait interrompu une conversation privée. « Je ne voulais pas vous surprendre. Je ne vous ai pas vu arriver. » Rien ne répondit. La nuit était lourde et attentive. Lentement, avec soin, Jadon tira la fermeture éclair et la verrouilla en bas. C'était un geste ridicule. Un filet anti-moustique et du nylon fin n'arrêterait rien de déterminé, mais la petite barrière le faisait se sentir un peu moins exposé. Il se recoucha, le cœur battant, et essaya de se convaincre que c'était un animal. Le son était bizarre la nuit. Peut-être un cerf. Peut-être. Les pas reprirent. Cette fois, il n'y avait pas de prétention. Ils passèrent à quelques mètres de sa tente. Le poids de chaque pas compressant le sol d'une manière qu'il pouvait sentir à travers la fine mousse de son tapis. Ils firent un tour, 2 fois, le rythme inchangé. Aucun souffle sifflant, aucun cliquetis de sabots, aucun frottement de fourrure contre les broussailles, juste la marche délibérée de quelqu'un. Au 3e passage, alors qu'il se dirigeait vers l'autre site, il entendit autre chose. Un grattement faible, comme des doigts passant le long d'un nylon tendu. Le son traça lentement le côté de sa tente, de la tête aux pieds. Une main invisible mesurant sa longueur. Il cessa de respirer. Le grattement s'arrêta à son épaule, juste là où sa poitrine montait et descendait en petits mouvements superficiels. Pendant un moment, il eut la certitude nauséeuse que quelque chose se penchait sur lui, écoutant. Puis le son se retira, les pas s'éloignèrent en écrasant les feuilles vers la tente vide. Jadon resta rigide,
chaque muscle verrouillé alors que la nuit s'étirait en centimètres interminables. Les bruits continuèrent par intermittence, des cercles autour de la clairière, des tapotements doux occasionnels contre le tissu. Une fois, le tintement du métal contre le métal alors que quelque chose effleurait ses bâtons de randonnée. Chaque fois qu'il pensait que le schéma était en train de s'arrêter, que la présence était partie, il reprenait. À un moment donné, l'épuisement le tira vers un sommeil mince et fracturé. Il se réveilla à la lumière pâle filtrant à travers la tente et au cœur familier des oiseaux du matin. Pendant une seconde désorientée, il crut avoir tout rêvé. Puis il s'assit et vit les fines traces sur la paroi de sa tente. 4 lignes parallèles courant sur la longueur où son corps avait été allongé. Comme si quelqu'un avait traîné des doigts ou des griffes sur le tissu avec juste assez de pression pour marquer la saleté et la rosée. Son estómago se contracta. Il ouvrit la fermeture éclair et sortit dans la clairière. L'autre site de camping avait l'air différent. La tente était toujours debout, mais l'arrangement soigné de l'équipement avait changé. Les chaussures étaient renversées, l'une couchée sur le côté. Les sandales de camping avaient disparu. Le réchaud gisait par terre, la casserole renversée à proximité. La corde de l'accrochage à l'air libre pendait l'âge de la branche, son extrémité oscillant juste au-dessus d'un sac de nourriture déchiré qui gisait ouvert, son contenu éparpillé mais non mangé. Il y avait des empreintes de pas cette fois. Elles se croisaient sur les zones de terre nues entre les deux sites, se chevauchant suffisamment pour qu'ils ne puissent pas distinguer un motif clair. Certaines ressemblaient à la semelle de chaussures de trail, d'autres à des pieds nus, d'autres encore à quelque chose de complètement différent. Des impressions allongées sans talons ou orteils clairs. Il fit ses bagages mécaniquement, ses mains bougeant en pilote automatique. Lorsque son sac fut attaché et son sac poubelle scellé, il se tint au centre de la clairière et se força à réfléchir. Partir sans prévenir personne semblait mal. Laisser le camp abandonné de quelqu'un d'autre devenir une autre histoire non résolue semblait pire. Il prit quelques photos avec son téléphone. La tente, l'équipement dispersé, les empreintes. Puis il jeta un dernier regard autour de lui, vérifia que son propre site était propre, et retourna vers le sentier secondaire. Le cœur battant plus fort à chaque pas qu'il éloignait de la sécurité relative du terrain dégagé, il trouva, à la première tête de sentier avec une carte affichée et un registre plusieurs kilomètres plus loin, un camion de rangée garé au bord du parking. La femme appuyée contre celui-ci, un café à la main, écouta sans l'interrompre alors qu'il lui racontait ce qu'il avait trouvé. Son expression devint de plus en plus fermée à chaque détail. « Site 17 » demanda-t-elle lorsqu'il eut terminé, près du ruisseau. Il hocha la tête. Elle soupira une fois, un son fatigué. « Vous avez fait ce qu'il fallait en laissant tout comme vous l'avez trouvé. Nous allons aller vérifier. Vous restez dans le coin ?» Il secoua la tête. « Je ne pense pas. Je vais sauter une section. » Elle n'argumenta pas. Alors qu'il se retournait pour partir, elle ajouta « Si quelqu'un vous contacte à ce sujet, donnez-leur exactement la même histoire. Sans enjolivure.